Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF. En ce mercredi, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre. Ça y est, nous approchons tranquillement de cette fin d'année. La salle est arrivée à l'heure et je la salue d'ailleurs. Maïssa Leroy, bonjour Maïssa. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci, et toi? Ravi de te retrouver. Oui, ravi aussi d'être parmi vous. Avec celui qui va t'accompagner mais qui est toujours en retard. Toujours. Islam Saïli. C'est bizarre, hein. Je te jure. Ces jeunes qui se font attendre, alors c'est incroyable. C'est ça. Alors, ma chère Maïssa, avec Oui. toi, on va parler de quoi? Puisque cette semaine, on a demandé à nos chroniqueurs de choisir un événement qui s'est déroulé en 2016 sur lequel ils souhaitent revenir. Quel est cet événement, ma chère Maïssa? Écoute, moi j'aimerais parler en général, d'accord, en général de l'islamophobie crescendo, tu vois, qui prend le pas sur toute la population, tu vois, de manière normale. Ouais. Et du coup, j'aimerais faire un petit croche-pied à cette islamophobie-là en décrivant un petit peu ma petite communauté, la Très communauté bien. musulmane. Et ton coup de cœur, il sera musical. Ouais, musical pour une fois, hein. Ouais. C'est l'artiste Shamsuddin, Ouais. donc que j'ai découvert cette année, voilà, par hasard. Du coup, je l'ai découvert et c'était une très très belle découverte artistique. Vraiment, il a une voix extraordinaire, il a des flows vraiment entraînants, il est engagé. Enfin, j'aime beaucoup son album. Je l'ai découvert cette année. Du coup, avec mes enfants, on le kiffe. Bon, eh bien, on écoutera ça tout à l'heure dans le coup de cœur de Ça marche. Maïssa Leroy. Et puis, entre 18h et 18h30, messieurs, dames, on parlera de télé, de sport. Et notre coup de cœur musical, aujourd'hui, sera un artiste palestinien. Il s'appelle Omar Kamal. Je sais pas si tu connais Maïssa. Pas du tout. Il est surnommé le Frank Sinatra palestinien. Écoutez. On l'écoutera tout à l'heure entre 18h et 18h30. Omar Kamal, donc ce coup de cœur musical, ce Frank Sinatra palestinien à découvrir dans l'actualité aujourd'hui, sans oublier le j'aime ou j'aime pas bien sûr tout à l'heure. Nous parlons de cette volonté d'apaisement Israël qui annonce un report du permis de construire dans les quartiers colonisés de Jérusalem-Est, décision annoncée par Netanyahou. Et puis je vous ferai écouter dans un instant, alors là, un discours hallucinant du président de la région Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, qui est parti faire allégeance carrément à Israël en offrant donc de la région 50 000 € au KKL. Ça ne s'invente pas, messieurs, dames. Donc nous en reparlerons avec vous, bien sûr. Nous parlerons aussi de l'épidémie de grippe saisonnière. S'étend partout en France, hein. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, assure que tout est mis en œuvre pour contrer le phénomène. Il paraît qu'elle est violente cette année. Je sais pas si vous avez goûté à cette grippe encore. Mais bon, voilà, en tout cas, les rhumes, tout ça, machin, on y a le droit, tous en ce moment. Et puis on parlera d'un incident diplomatique survenu entre le Maroc et la Mauritanie à cause d'une petite phrase. Je vous expliquerai tout à l'heure. Le Premier ministre marocain essaie d'éteindre l'incendie en se rendant à Nouakchott aujourd'hui. Voilà, un programme évidemment bien chargé qui commence, bien sûr, par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet. Alors que le gouvernement se félicite de la baisse du nombre de chômeurs, les politiques n'hésitent pas à parler de manipulation. Les chiffres seraient biaisés par les nombreux départs en formation et en stage. Hier soir, le 20h de France 2 a donc analysé la situation et s'est arrêté sur le nombre de chômeurs en catégorie A, en baisse donc, et vanté par le gouvernement de François Hollande. Problème, une grande partie des chômeurs seraient tout simplement en catégorie D, toujours en demande d'emploi. Écoutez ce reportage hier soir diffusé. C'est l'une des principales raisons de la baisse du chômage depuis quelques mois. Le plan de 500 000 formations lancé par le gouvernement en février. L'explication, un chômeur qui entre en formation disparaît de la catégorie A, celle retenue pour les chiffres du chômage, et bascule dans la catégorie D, celle des chômeurs en formation. Une catégorie D plutôt stable ces dernières années. Jusqu'au moment où le gouvernement annonce son plan de formation. Et là, le chiffre explose. En 10 mois, 64 800 chômeurs sortent des chiffres du chômage. La droite accuse François Hollande d'un tour de passe-passe statistique. Lui-même s'est rendu compte que ces chiffres ne reflétaient pas véritablement la réalité sur le terrain, dans la mesure où il a renoncé, alors qu'il avait annoncé qu'il se présenterait si ces chiffres étaient meilleurs. Donc si lui-même n'y croit pas, je pense que les Français non plus n'y croient pas.
Direction Alger maintenant dans ce zapping où Arte nous emmène à la rencontre du musée des Beaux-Arts d'Alger, ses trésors oubliés. Alger, reine de Méditerranée, s'étale au bord de la mer sur 15 km de long et 6 de large. Née dans la plus haute antiquité, ville éternelle, Alger compte 3,5 millions d'habitants. Convoitée pendant des siècles par tous les souverains de Méditerranée, Alger abrite d'inestimables joyaux. Parmi eux, la plus étonnante collection d'art universel d'Afrique et du Moyen-Orient. On peut l'admirer au musée des Beaux-Arts d'Alger. 8000 œuvres, 4200 mètres carrés d'exposition. Magnifique reportage donc diffusé par Arte sur le musée des Beaux-Arts d'Alger avec ses trésors oubliés. Algérie toujours, c'était hier l'anniversaire de la disparition du président algérien Houari Boumedienne. Il s'est éteint le 27 décembre 1978. Document d'archives pour les derniers moments passés en direct à la télé du président Boumedienne. فقد بلغنا أو فقد بلغت والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هنا إذن كان الوداع هنا في القمة الإفريقية بأديس أبابا، وهنا بدمشق في مؤتمر الصمود والتصدي. وبعد طول انتظار وقلق كانت العودة من موسكو. وبعدها كان اجتماع الوداع ليدخل بعد هذا بومدين مرحلة الغيبوبة 4 أيام بعد هذا، ثم كان الفراغ الذي ما بعده لقاء. Et enfin, pour terminer ce zapping, un hommage à l'actrice disparue hier, Claude Jansac, que l'on peut réécouter dans Le Gendarme se marie aux côtés de Louis de Funès. Toutes mes excuses pour hier, madame la colonelle. C'est moi qui vous en dois. Désormais, je conduirai plus sagement. Oh. Je suis veuf, moi aussi. Oh. C'est juste après la naissance de la petite. Oh. Vous avez une fille? Oui. Ici avec vous? Elle est là. Quel âge a-t-elle? Elle est toute petite. J'adore les petits-enfants. Oh. Voilà pour le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio. Il est arrivé, Maïssa. Ça y est. Enfin. Islem. Oui, bonjour à tous, désolé du retard, mais je pensais vraiment pas être en retard. Je suis choqué, je suis même... Bon, voilà. Ouais, très bien. Alors, puisque t'es en retard, ouais. C'est quoi ton programme? Alors, écoutez, bah moi pour mon avis tranché, on devait faire un petit comeback, c'est ça, un petit flashback sur l'année 2016, ouais, un Exactement. événement qui t'a marqué peut-être. Je vais prendre une succession d'événements plutôt. Très bien. Ça sera une année noire pour moi. Ouais. Et pour mon coup de cœur, bah je vous laisse la surprise tout à l'heure. Très bien. Et je vous informe là que ça vient de tomber à l'instant. Le président François Hollande accorde une grâce totale à Jacqueline Sauvage. Vous savez que celle qui avait été battue, humiliée par son mari pendant des années. Ouais. Et donc elle avait tué son mari et avait été donc condamnée à une lourde peine de prison. Et bien voilà le geste de François Hollande, cadeau de fin d'année, ouais. La grâce totale accordée à Jacqueline Sauvage. Non mais tant mieux parce qu'elle le mérite. Hein. Franchement c'est pas juste, tu vois. C'était vraiment pas juste en fait ce qu'elle avait eu. Elle avait eu quoi, 10 ans, 15 ans je crois de prison. Ouais, c'était assez impressionnant. Ouais, quand même. Quoi qu'il en soit, voilà, quand on commet parce que c'est un meurtre. Quand même. Ouais. Ouais mais là je pense qu'il va falloir revoir les lois à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas de la légitime défense Non mais tu vois là dans des cas comme ça peut être approprié à de la légitime défense pendant des Qu'en années. Qu'en pensez-vous 01 40 33 9000. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut revoir la législation par rapport à ces faits, un fait particulier comme l'affaire de Jacqueline Sauvage? Eh bien, vous nous appelez, bien sûr, pour nous en parler. À tout de suite.
LGF, le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avec aujourd'hui Islam Saïli, humoriste. Je tente. Oui. Facebooker, parce que c'est pas sur YouTube. Vidéaste, ouais, on va dire. Ouais. C'est quoi, vidéaste? Vidéaste, voilà. Ouais. Et Maïssa Leroy. Oui, toujours là, présente. Toujours là, présente. Elle est quoi déjà, Maïssa? Moi, il faut qu'en 2017, tu saches me présenter, s'il te plaît, Christophe. C'est ma résolution. Voilà. Donc moi, je suis formatrice en communication, consultante en développement personnel et analyste comportementale. Voilà. Ouais, mais oui, il y a quand même pas mal de lignes. Oui, il y a c'est beaucoup pour de ça. casquettes aussi. C'est mon petit cerveau à la fin de l'année, il commence à surchauffer, ne tu vois. Ne sous-estime pas. 0 40 33 9000, je rappelle l'info qui vient de tomber, qui a été annoncée d'ailleurs via un tweet par François Hollande, qui annonce donc la grâce totale pour Jacqueline Sauvage. Accordé donc par François Hollande, le président de la République. Qu'en pensez-vous? Maïssa est plutôt du côté de dire, enfin, c'est une bonne chose et une bonne nouvelle. Islam est un peu plus mesuré, on va dire. Ouais, je sais pas quoi en penser, honnêtement, je sais pas quoi en penser. Qu'en pensez-vous, vous, amis auditeurs? 01 40 33 9000. On vous attend bien sûr pour nous donner un petit peu votre avis qui nous intéresse sur ce sujet. Quoi qu'il en soit, donc, elle a été graciée totalement, Jacqueline Sauvage. Je vous ferai écouter dans un instant un discours hallucinant, celui du président de la région Alpes-Côte d'Azur, qui a fait véritablement allégeance à un pays étranger. Il est parti en Israël et il a annoncé que la région allait verser 50 000 euros au KKL. Voilà, bah, écoutez, très très bizarre quand même, hein, Christian Estrosi. On l'écoutera dans un instant. Tiens, on va faire un petit tour du côté du standard avant de retrouver les avis tranchés avec plein de sujets à évoquer aujourd'hui. Allô, bonjour, qui est là? Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour madame, quel est votre prénom? Khairat Metz. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour. Tout doucement. Tout doucement. Alors on vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Avec froid, avec tout, c'est normal. Oui, et à part ça? Toujours pour Djilali. Pour Djilali, c'est quoi Djilali? Djilali, c'est mon ami que je serais allé chercher. Ah d'accord, mais je crois que vous êtes trompé un peu d'endroit madame, hein. Je suis désolé de vous le dire, n'hésitez pas à nous rappeler un petit peu plus tard, mais je ne comprends pas trop. En tout cas, le rapport avec Djilali et le reste. 01 40 33 9000. Voilà, vous n'hésitez pas. Ouais, non, bah écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du direct. C'est ça. 01 40 33 9000. Nous En tout cas, si Djilali nous écoute, hein, dépêche-toi de l'appeler visiblement parce que ça la met dans urgent, un état, voilà. la pauvre. Hein, faut y aller d'urgence là. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous retrouver. Allô, qui est là? C'est Brahim de Marseille. Salut Brahim, comment ça va de Marseille? Oh, Brahim. Ça va, vous allez bien? Ça va, impeccable, impeccable. Parfait, merci à vous. Je voulais réagir vis-à-vis de la grâce de Madame Sauvage. Oui, alors, pour, contre ou pas vraiment d'avis? Moi, je suis pour. Après, il faudrait voir le contexte parce que quand même, il y a une femme qui est battue, qui est maltraitée pendant des années. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de sa vie, un jour ou une demi-journée pour aller au commissariat en face et déposer une plainte pour se faire protéger? C'est pas comme ça que ça se passe, hein. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Alors déjà les policiers sont pas du. Non mais je sais parce que je reçois des femmes battues en consultation, donc je sais comment ça se passe. Ouais. En fait, il faut savoir déjà que au commissariat ils ont pas du tout la pédagogie, la psychologie pour accueillir des femmes qui se font battre, d'accord. Ouais. Ensuite, donc déjà elles sont terrorisées la plupart du temps, et ensuite quand elles vont elles prennent leur courage à deux mains et qu'elles vont se présenter justement au commissariat, bah on leur fait très peur. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'ils risquent des peines de prison grandes, elle va rentrer dans un système compliqué, que c'est un tourbillon, etc. Et du coup, elle prend peur. Donc déjà, on peut pas juger les femmes qui se font battre parce que déjà, faut savoir qu'il y a une torture psychologique qui est faite. Donc c'est des bloqueurs de la pensée. Elles n'arrivent pas. Indirectement, donc le système dit à la femme battue, vaut mieux que tu l'assassines, comme ça au moins tu es tranquille. Je ne sais pas si c'est ce que dit le système, mais ce qu'il faudrait déjà, ce serait éduquer les hommes de manière à arrêter de battre les femmes. D'accord? Oui, et je pense que tout ça, c'est... Non, ne pas battre la femme, c'est d'être un homme. Non, mais ça, voilà, mais le vrai grand problème, c'est au niveau de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, voilà, la base des problèmes de société, ils se font au niveau de l'éducation. Je suis assez d'accord avec toi, Maïssa. Voilà, c'est vrai que première des choses, c'est de dire aux hommes d'arrêter de taper sur la gueule des femmes. Oui, et surtout, ça commence aussi petit, parce que les hommes qui battent leurs femmes, c'est qu'en général, ils ont vu un parent violent ou un parent battre et c'est monté crescendo. Ouais, voilà, tout simplement. Brahim, j'espère que t'es un homme tout à fait sage et... Moi? Ouais. Non, mais moi... Comment ça, non? Les femmes, je les fouette et tout. Ah ouais, d'accord. Ouais.
Mais non, que serons-nous, nous les hommes, sans les femmes? Que seraient les femmes sans nous les hommes? Ouais. Bon, Islem, pourquoi toi t'es un peu plus mesuré? Non, quand même gracier, parce que quand même il y a eu un meurtre, on va pas... Même, je sais, après... Bouge pas, Brahim, bouge pas, 2 secondes. Brahim. 2 secondes. Islem. Non, peu importe les circonstances, que je comprends tout à fait, mais là, on va pas faire un procès d'attention contre... Enfin, on se trompe de cible, là, on parlait pas de celui qui a battu la femme, on parle de quelqu'un qui a peut-être abusé de la légitime défense en allant un peu trop loin, c'est tout. Me regarde pas comme ça, mais... Comment ça, abuser de la légitime défense? Dans la légitime défense, dans la loi, en fait... Bouge pas, Brahim. Calme-toi, Brahim, on est là. Je t'entends pas, je t'entends super mal. Brahim, calme-toi, non, il est là. Oublie pas que tu prends l'OM, Brahim. Juste, on s'écoute, c'est important, Brahim. Voilà. Donc, Islam. Et la légitime défense, elle est encadrée justement par la loi, et après, à partir du moment où on franchit un certain palier, on n'est plus dans la légitime défense, on n'est plus dans son droit, peu importe les circonstances, même si on se fait menacer par une arme. Et donc, moi, je m'interroge juste, j'ai pas dit que j'étais contre, mais je m'interroge juste sur le fait de gracier complètement, ça veut dire de redonner la liberté à quelqu'un qui est capable de tuer. Tu sais, il faut se mettre juste à la place d'une femme qui a été pendant 30 ans humiliée, tapée, battue, ses enfants également qui ont été tapés par un homme. Au bout d'un moment, tu peux avoir le risque de péter un câble. Voilà. Ça veut dire qu'il y a certaines circonstances qui nous autorisent à tuer. Moi, j'ai pas envie que la France ça devienne les États-unis, c'est pour ça que... Brahim, qu'est-ce que t'as à dire à Islam là? Moi, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait beaucoup d'autres femmes après qui donnent des idées de grâce comme ça, en disant, bon, tiens, si j'ai été gracié, moi, j'ai peut-être pris une fessée hier, peut-être que je serai gracié demain. Ouais. Merci, Brahim. Bon. Je suis pas sûr que ça va donner un mauvais exemple non plus, mais merci, Brahim, en tout cas. Bye. Allez, ciao. Salut. Merci, Brahim. Et vive Paris, hein. 01 40 33 9000 sur France Maghreb 2. Ouais, vraiment, c'est un sujet important parce que c'est un sujet de société finalement. C'est un fléau. Vous savez, on a tendance à croire qu'il y a certains pays où la violence est un peu plus présente concernant les femmes, alors que c'est pas du tout le cas. Dans des pays occidentaux, en France en l'occurrence, quand même, les chiffres sont assez hallucinants. Je sais que la baronne Bouchra, qui intervient régulièrement sur France Maghreb 2 dans cette émission particulière, nous fait des piqûres de rappel assez réguliers et avec ces chiffres qui sont absolument effrayants. Avec une femme qui meurt, je crois, un jour tous les 3 jours, un jour sur 3, voilà. Et on vient chipoter sur le sous les coups de leur compagnon, de leur mari, c'est absolument hallucinant, quoi. Si c'est ça l'amour, messieurs dames, on s'est un peu trompé quand même. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, quel est votre prénom? Célia de Marseille. Bonjour Célia de Marseille, comment ça va? Écoutez, ça va, après une journée de boulot. Alors, en fait, c'est pour votre question pour Madame Sauvage. Oui, vous faites quoi dans la vie, Célia? Je suis préparatrice de commande. Préparatrice de commande en quoi? Pharmacie. En agroalimentaire. Ouais. En pharmacie. Loupé. Très bien. Alors, quel est votre avis, vous, en tant que femme? Moi, je suis pour la décision qui a été donnée, quoi. Ouais, vous êtes pour la grâce totale, donc. C'est ça, ouais. Franchement, 30 ans de... on peut même pas appeler ça une vie, quoi. 30 ans de vie menacée, maltraitée par son mari, donc j'appelle même pas ça une vie, quoi. Chapeau pour la femme qui a malheureusement vécu sous les coups de son mari. Et je suis contente pour elle qu'on l'a graciée, en fait. François Hollande précise d'ailleurs dans le communiqué qui vient d'être publié que sa place à Jacqueline Sauvage n'est plus en prison. Voilà, c'est ce qu'il a tenu à rappeler. Donc c'était un beau cadeau qu'il lui accorde là pour le coup. Merci beaucoup Célia en tout cas. Est-ce qu'il y a un profil? Merci beaucoup. Maïssa, est-ce qu'il y a un profil de femme type? Des femmes qui se font battre ou alors pas du tout? Ça peut être des femmes aussi qui ont une apparence... tu veux dire physique? Non, c'est tout le monde. Non, pas physique, pas du tout. Psychologique? Psychologique. Oui, il y a quand même, il y a tout un processus qui se passe. Hein. C'est pas un gars, parce qu'on souvent on déplore pour les personnes qui comprennent pas trop les victimes d'hommes battus. On pense que ça arrive du jour au lendemain et que puis l'homme il lui tombe dessus et puis elle se plaint pas. Non, ça se fait tout doucement. Au début c'est des humiliations, c'est vraiment progressif. La chute, la descente, elle est très très progressive et du coup la femme elle se rend pas compte. Et il y a aussi derrière une manipulation de l'homme qui est faite parce qu'il va la couvrir de cadeaux, la battre. Après la couvrir de cadeaux, la battre. Ensuite il va lui dire qu'il recommencera plus. Et puis c'est comme ça pendant des années. Les années passent très vite. Et puis voilà, mais ouais, c'est il y a quand même ça peut arriver à tout le monde. Après, ça, c'est comme les victimes de pervers narcissiques. Il n'y a pas encore d'études claires qui ont été faites par rapport à ça. Mais franchement, tu trouves ça dans toutes les classes, mais il y a quand même des personnes qui vont être en déficience, on va dire, en carence affective. Oui, ça arrive souvent, ça. Ou la figure paternelle.
Donc, écoutez, vous pouvez continuer à nous donner votre avis, bien sûr, sur le sujet 01 40 33 9000 sur la grâce totale accordée à Jacqueline Sauvage. D'ailleurs, la réaction de sa fille Carole qui dit « Je suis ému et j'en pleure ». On peut comprendre évidemment que les enfants de Jacqueline Sauvage soient ravis de cette décision et de cette grâce totale accordée à Jacqueline Sauvage. Rappelons-le, ça vient de tomber il y a quelques instants, à croire que c'était juste pour le grand forum là. Mais grave. Merci François Hollande pour le coup, en tout cas pour elle, visiblement, et pour ceux dont ont défendu ce dossier. Et cette femme, quoi qu'il en soit, mon cher Istem, moi je suis un peu d'accord avec toi, je te rejoins. Il faut faire attention à ne pas légitimer mais ça va pas légitimer un meurtre, là c'est vraiment, ça fait longtemps. Oui, qu'il y a mais après, comme le disait Brahim, ça peut peut-être donner des idées, peut-être à des femmes qui pas forcément donner des idées, mais ça. Non, ils vont pas donner la grâce à tout va, tu vois. La grâce c'est quelque chose d'exceptionnel. Très bien, ça commence par une grâce, après les gens mais vont regarde... dire finalement il devrait y avoir des études sur la loi concernant la légitime défense, ça peut aller loin, tu vois. Ouais, mais quand même une femme sur 3. Mais j'ai pas dit qu'elle devait rester en prison, attention, j'ai juste dit que je m'interroge sur le fait que. Moi je pense qu'on devrait prendre les problèmes à bras le corps, c'est-à-dire on va voir au niveau de l'éducation. Mais voilà, t'as quand même tué quelqu'un. Mais il y a des hommes qui tuent pour moins que ça et qui vont en prison. 20 ans de prison, bah oui, mais très pas bien. Du tout. Mais c'est très bien. Qui se prennent des 3 mois quoi. Et il y en a 3 mois pour un meurtre, je suis pas sûr. Non, c'est 1 an, 6 ans, je sais pas. Mais non, ils prennent c'est beaucoup perpète. moins. Un meurtre, c'est perpète. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, Islam. Jamais de la vie. Mais renseigne-toi. Regarde la télé. Ça dépend de ton portefeuille aussi, mais. Voilà. Mais sur ce coup-là, bon voilà, elle a quand même tué quelqu'un. Je suis désolée, la justice, elle est pas du tout juste en France. Quand tu regardes, la dernière fois à la garde, et tu regardes derrière, elle est condamnée sans être condamnée. Voilà, donc là tu te poses des questions et tu te dis bon, ok, coupable donc, sans être condamné. Voilà. Donc on rigole un peu quand même. Oui, on peut rigoler sur ça. Voilà, oui. merci. Donc on y va pour la grâce. En tout cas, ou pas vous n'hésitez pas. Alors là, tu m'as sorti Christine Lagarde, j'ai rien à voir. Vous n'hésitez pas à nous donner votre avis, bien sûr. 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Maïssa ou plutôt du côté d'Islam, un peu plus réservé? Voilà, vous nous appelez pour ce faire, n'hésitez pas. On va parler d'Israël dans un instant, enfin même tout de suite, tiens. Israël qui met son projet de construction de nouveaux logements entre parenthèses, du moins pour le moment. La mairie de la ville a décidé d'annuler le vote prévu sur l'octroi de permis de construire pour des centaines de nouveaux logements à Jérusalem-Est occupés. Les discussions censées planifier ces travaux sont plus à l'ordre du jour, une décision qui intervient alors qu'hier encore le maire adjoint de la ville annonçait que la résolution de l'ONU exigeant l'arrêt de la colonisation dans les territoires occupés ne remettait pas en cause cette réunion prévue de longue date. Israël annonce une pause dans ce dossier pour calmer les tensions avec Washington, mais il ne s'agit pas d'un renoncement, précise-t-on, une démarche qui est quand même sans précédent, faut-il le rappeler. C'est dire que visiblement le gouvernement israélien cherche à calmer le jeu après les propos très durs de Netanyahou à l'égard de Barack Obama à la suite du vote donc de Conseil de sécurité de la résolution qui a condamné la colonisation, rappelons-le, israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Les États-Unis s'étaient abstenus, les 14 autres pays avaient voté en faveur de la résolution et Netanyahou avait qualifié de honteuse la position des États-Unis. Alors maintenant, les Israéliens qui cherchent peut-être à temporiser, c'est à quelques heures seulement du discours que doit prononcer le secrétaire d'État américain John Kerry sur le Proche-Orient, et il y a très certainement aussi un lien entre les deux événements. Netanyahou donc préfère, en ce qui concerne, attendre l'entrée en fonction de Donald Trump le 20 janvier prochain, et il tente en attendant de ne pas céder aux pressions de l'aile droite de sa coalition gouvernementale qui, elle, propose tout simplement d'annexer, sans plus attendre, plusieurs parties de la Cisjordanie. Voilà votre réaction par rapport à quand même ce qui est apparu un événement, même si ça va véritablement rien changer ou peut-être retarder ces projets de colonisation. C'est quand même une bonne chose, ce petit cadeau empoisonné à Israël de la part de Barack Obama à quelques jours de son départ. Non mais c'est invraisemblable. Moi je veux plutôt parler de la réaction de Benjamin Netanyahou. Comment on peut être à la tête d'un pays, avoir des propos comme ça quand l'ONU à l'unanimité, même si les États-Unis, mais c'est pas. À l'aise. Comment? C'est qu'il est à l'aise, mais surtout tenir des propos comme ça, dire oui, j'attends le retour de Donald Trump et là on va régler les choses, là on va couper les financements on va enlever nos 7,5 millions, mais c'est dingue, c'est dingue. Et sur ce coup-là, bien joué, et franchement sur ce coup-là, Barack Obama justifie son prix Nobel de la paix en 2009. Voilà, là je vais me faire insulter, mais non, mais t'as vu mes yeux? T'as le droit de dire. Bah sur ce coup-là, ouais, je suis désolé, c'est sous sa directive que les États-Unis ont fait preuve d'abstention. Il aurait fallu qu'il fasse ça bien avant. Mais tu sais très bien que bien avant, il pouvait pas. De toute façon, il lui reste 3 mois. Et voilà, il a fait ça. Il a fait passer toutes les mesures sociales. Il a fait tout. Il a fait en sorte de fermer tous les puits, tu sais, dans les océans pour récolter le pétrole. Alors à ce moment-là, on fait des présidents sur 1 an et puis voilà, et comme ça, ils se bougeront un peu plus, tu vois. Bah non, c'est pas comme ça. Oui, mais bon.
Tu vois, genre, s'il est inactif sous le joug de tous les lobbies, etc. Non, mais être inactif, ça veut pas dire forcément, enfin. Il aurait pu le faire plus tôt, quoi. Ouais, voilà. Puis même Netanyahou, il est tellement à l'aise, il est bien, il est posé. C'est ouf. Moi, je vois ses propos, c'est ouf. Il cache même pas sa stratégie, quoi. Il est là, Mais ouais, voilà, ouais, d'accord. exactement. Laissez-vous, et moi, vous inquiétez Donald pas. Trump il qui a arrive. parlé de l'ONU en disant que c'était un truc, finalement, on venait se divertir, discuter, mais qui servait à rien, quoi. Il a pas tort. Ouais. Enfin, il a pas tort. En attendant, là, ils ont plus le droit de coloniser, les gars. Oui, enfin, ils ont plus le droit. Est-ce que tu crois que ça va les empêcher, mon cher Islam? Il y a eu combien de résolutions? Bah, pour l'instant, là, ils peuvent rien faire. Bah, non. Il y a eu combien de résolutions de proposées, mais il y a eu combien de résolutions qui ont été votées? Celle-ci, je trouve, c'est une bonne avancée, quand même. Oui, mais est-ce que ça va les empêcher? Bien sûr que non. Ils font ce qu'ils veulent. Le pays, il est déjà colonisé à 80%. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'ils vont coloniser encore? Ouais, il y a des milliers de logements qui sont en cours de, enfin, qui sont proposés, donc, en cours de construction du côté de Jérusalem-Est. C'est juste le projet qu'on a retardé. On attend Donald Trump pour éclaircir les choses. Mais je te garantis Trump, que ça il va se changera faire. rien. Mais il changera rien. Ça y est, il peut pas revenir sur une décision qui a été prise, surtout à l'unanimité. L'ONU, c'est pas non plus le club Mickey. Je suis désolé. Quand il va revenir, il va dire ouais, regardez, je suis revenu avec mon pote Benjamin. Combien même ils respectent pas la résolution, ils le font. Qu'est-ce qui va se passer pour Israël? Ah bah ça après c'est pas à moi de décider. Ah oui, mais non, je te demande. Bah l'ONU quand même a une certaine force de manœuvre. Comment? Qu'est-ce qu'elle a comme légitimité? Bah elle peut imposer des sanctions à l'encontre d'Israël. Bon, on verra. Ouais. Je suis pas le secrétaire général de. Non mais c'est pour te dire que finalement c'est symbolique plus qu'autre chose cette décision, cette résolution qui est. Eh ben on y arrive petit à petit finalement. Au début ça avait commencé par la reconnaissance de l'État par l'UNESCO, tout le monde avait rigolé. Aujourd'hui c'est ça et demain ça sera peut-être mieux, ça sera peut-être encore mieux. Faut y aller step by step. Nadia de Reims, allez où Nadia? Bah elle est partie Nadia. Bah écoute à plus tard Nadia. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous rejoindre. Allô bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, salam alaikum. Bonjour, monsieur Christophe, et puis vos intervenants. Bonsoir. Bonjour. Voilà, je viens de vous entendre parler de l'ONU. Je crois que l'ONU, c'est un vrai piège à con. Puisqu'il résout que les questions des 5 puissances en fonction de leurs intérêts. Et puis que tous les peuples, ce sont que des... Voilà, ce sont des variables d'ajustement en fonction de l'intérêt de soit des Américains, soit pas des 5 quoi, de l'un ou de l'autre. Donc moi je propose à ce que ce soit une organisation qui soit dissolue et que chacun reprenne, disons, la politique de son pays, sans tenir compte de la décision des 5 grands machins, les dirigeants de ce monde, quoi, qui décident de la paix ou de la guerre. Puisque lorsque Israël, Israël ou d'autres, ou même les Américains, lorsqu'une résolution n'est pas appliquée, ça veut dire que cet organisme n'a plus aucun intérêt. Il sert à rien, c'est du bidon. Ouais. Donc moi, je crois que je ne sais pas si tous les pays du monde contribuent d'une manière financière à cet organisme, mais si dans le cas où ils contribueraient, je demande à tous les pays, disons un peu révoltés par cet organisme, de ne plus contribuer au financement de cet organisme qui est de toute façon comment on appelle ça, une supercherie, puisque ces résolutions ne sont pas appliquées ou elles sont appliquées que quand leurs intérêts propres à eux sont en cause. Ok, Méziane, bah écoute, je sais pas si tu seras entendu pour le coup, mais bon, c'est une proposition comme une autre. Moi, je voudrais qu'on défile dans la rue pour dire on abolit, on dissout l'ONU, le FMI et l'OMC. Ah ouais, carrément. Bon. Et que chacun reprenne ses billes. Bah écoute, proposition pour 2017, mais bon, pas sûr que ça crée quand même une certaine influence. Je suis d'accord avec toi aussi. Ouais. Mais en fait, je sais pas ce que vous attendez de l'ONU. En fait, là, pour une fois, tout le monde est d'accord. En fait, même si de toute façon, c'est pas une décolonisation qu'ils ont voté, c'est la gelation des colonisations. Ça veut dire qu'ils vont pas plus loin. Voilà. L'interdiction de poursuivre. Voilà, exactement. Donc déjà, c'est déjà une belle avancée, je trouve. Et en plus de ça, ça montre que tous les pays de l'ONU, à l'unanimité, condamnent clairement pour une fois les agissements d'Israël. Et je sais pas ce que vous voulez de plus. Vous voulez quoi? Vous voulez que tout le monde déclare la guerre à Israël, que ce soit la Troisième Guerre mondiale? Je sais pas. Non, mais pour une fois, on peut se satisfaire parce qu'avec. Mais vous savez, monsieur, vous savez que si la guerre mondiale, malheureusement un jour ou l'autre, elle arrivera. Hein. Mais elle arrivera justement à cause de cette région-là du monde. D'accord, mais. C'est sûr et certain. D'accord, mais moi je disais juste pour une fois, parce qu'après avec le nombre de manifestations où tout le monde devait manifester dans la rue, tout le monde disait ouais mais ça sert à rien, ça va rien changer à leur sort. Et après il y a eu la reconnaissance de l'UNESCO en tant qu'État, ouais ça va rien changer à leur sort. Alors maintenant c'est l'ONU qui franchit un palier, ouais vous colonisez pas plus, et ouais ça va rien changer à leur sort. Au bout d'un moment vous voulez quoi? Vous
Enfin, je comprends pas pourquoi vous voulez dissoudre carrément l'ONU pour une décision. Parce que l'ONU n'applique pas les résolutions, puisque normalement c'est un organisme avec une puissance militaire. Puisqu'un pays n'accepte pas les résolutions, elle devrait lui imposer par la force. Ah non, là c'est pas qu'il a pas accepté, ils sont obligés d'accepter, mais c'est juste qu'ils chipotent. Mais ils sont obligés de rien du tout, Islam, tu verras bien. Ils vont pas poursuivre les colonisations, moi je te le dis. Tu verras bien. On verra bien. Il y a une armée de l'ONU quand même qui existe. C'est les Canadiens. Bon, à quoi elle sert? Comment? À quoi elle sert? Lorsqu'une résolution n'est pas appliquée, qu'est-ce qu'elle fait l'ONU? Bah rien, juste elle encaisse, c'est tout, et puis elle condamne, et puis elle propose des réunions, et puis elle fait pression. Combien de ces décisions de l'ONU n'ont pas été respectées jusqu'ici? Non, mais quand on respecte pas une résolution... D'accord, mais combien n'ont pas été respectées? Quelle est la solution? Non, mais on va pas taper un pays pour une décision, mais combien... pourquoi pas? Puisqu'il y a une force militaire par définition, c'est la force. D'accord, mais vous êtes un petit peu contradictoire, parce que tout à l'heure vous disiez que vous vouliez pas que 5 pays dirigent le monde et qu'ils fassent les gendarmes, et là vous demandez qu'ils tapent les gens qui respectent pas les résolutions. Ils dirigent que dans leurs intérêts. Ils dirigent pas, parce que l'ONU c'est l'organisation des Nations Unies. D'accord, mais en quoi la violation de la colonisation d'Israël, c'est dans leur intérêt, c'est dans l'intérêt de personne? Non, mais justement, donc il faut le dissoudre parce qu'il sert à rien. Mais pourquoi ça sert à rien? Jusqu'ici, combien de résolutions n'ont pas été respectées? Mais non, il coûte de l'argent au pays, il coûte de l'argent. Parce que tout ça, c'est pas gratuit. Ah non, c'est pas gratuit. C'est un beau bâtiment. On paye un pouvoir, soi-disant un pouvoir, entre guillemets, et si ce pouvoir n'exécute pas la loi, ça veut dire qu'il sert à rien. Mais jusqu'ici, combien de résolutions, je vous demande, combien de résolutions n'ont pas été respectées? Peu importe, quand ce soit 20 ou 50 ou 100... Il y en a pas, elles ont toutes été respectées. Et là, je vous assure que là, Israël sera obligé de respecter cette résolution, vous verrez. Trump ou pas Trump, il fera rien. De toute façon, il y a des résolutions qui sont accompagnées par une sanction via la force et d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà. Après, on va pas non plus aller chercher à taper sur un pays parce qu'elle ne respecte pas la résolution, mais peut-être déjà d'une matière. Mais non, mais oui, vous êtes guerrier, vous. Méziane. Ouais, voilà, c'est une dictature après. Méziane, juste oui. on se rassemble 2 secondes. On va juste rappeler quand même que cette décision, elle est quand même assez la bienvenue, quoi, elle est extraordinaire. Même si peut-être que ça va rien changer aux choses, elle est tout à fait symbolique et elle est importante aussi pour ce message envoyé à Israël en disant stoppez toute cette colonisation. Christophe, ça fait combien de résolutions qu'Israël n'a pas respectées? Mais elle n'a pas respecté aucune des résolutions, je suis d'accord, mais à chaque fois, comme ça combien de temps? Et à chaque fois il y avait le veto. Et à chaque fois il y avait le veto, donc voilà. Merci Méziane, merci à vous. 01 40 33 9000. En parlant de ça, je voulais vous faire écouter un discours. Alors le son est pas terrible, mais c'est le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, qui est parti faire totalement allégeance à Israël. Et il a annoncé dans un discours en Israël que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur allait verser la modique somme de 50 000 € au KKL. Écoutez plutôt, ça ne s'invente pas, Christian Estrosi en Israël. Également pour vous annoncer qu'avec le soutien de ma majorité régionale, une subvention de 50 000 € sera versée dans le courant du premier trimestre au KKL par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour contribuer au reboisement de la forêt détruite. Et c'est en raison de nos liens indéfectibles ancrés par tant d'années de coopération et regrettant profondément que mon pays, la France, ne se soit pas opposé à la résolution unique adoptée par le Conseil exécutif de l'UNESCO, que je veux citer ici la phrase du livre d'Isaïe: « Pour Jérusalem, je ne me tairai point ». En même temps, je sais que vos mots qui nous ont touchés étaient des mots de remerciement, mais nous n'avons pas à recevoir de remerciements d'autre part. Quand on est frère, on ne se remercie pas. On appartient à la même famille, à la même équipe. On défend les mêmes convictions, les mêmes valeurs. On se soutient. Les 86 morts que nous avons eus sur la promenade des Anglais n'était pas un message d'espoir, n'était pas un message de liberté, c'est un message d'oppression, la même oppression que connaît Israël depuis si longtemps, la même oppression que connaît le peuple juif depuis plus de 2000 ans, de partout, en toutes circonstances. Tant avec vous, je sais que
nous serons dans une communion de pensée pour Israël, pour un avenir de paix ici en Israël, pour éclairer les dirigeants du monde avec les lumières de Hanouka, pour qu'ils prennent des décisions justes. Parce que nous voulons la paix, comme vous la voulez tous, entre Israël et les Palestiniens, bien évidemment. Voilà, donc c'est un extrait du discours du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, qui est donc parti, on peut le qualifier ainsi, faire allégeance à Israël en employant des mots quand même forts, d'effectifs, de famille, frères, de prouver aux yeux du monde entier que Israël veut la paix, à croire que les Palestiniens ne la veulent pas, enfin voilà. Et puis surtout, alors cette information quand même importante, c'est que la région, dit-il, va donner la modique somme de 50 000 euros au premier trimestre versé au KKL en Israël. Alors là, franchement, si c'est pas de l'ingérence, c'est de l'allégeance, pardon. Qu'est-ce que tu veux? Il sait où taper, c'est un opportuniste et puis c'est tout. Islam, ça te choque ça? 50 000 euros, c'est pour les incendies qu'il y a eu, c'est ça? Oui. Bah, en soi, 50 000 euros, ça me choque pas parce que il y a eu beaucoup de régions. C'est pas la première fois qu'une région va faire un don à un pays qui a subi une catastrophe naturelle. Non, mais attends, t'as lu son tweet? Non, après j'ai pas lu. Non, mais j'ai dit indépendamment de son discours. Indépendamment de son discours, ça me choque pas. Mais associé à son discours, ouais, effectivement, ouais. Ça veut dire qu'en gros, le PACA, c'est un État colonisé finalement. Complètement. Bon, réaction 01 40 33 9000, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2, à retrouver dans un instant les avis tranchés, événement choisi par Maïssa Islam qui nous accompagne aujourd'hui. LGF, le grand forum avec Maïssa Leroy, avec Islam Seili sur France Maghreb 2, qui sont avec nous bien sûr. On parle d'actu, de tout ce que vous voulez bien sûr dans cette émission, c'est les vacances en ce moment. Oui. D'ailleurs, vous allez faire quoi pour le réveillon, Islam? Le réveillon, le jour de l'an. Ah, jour de l'an. Ah, je sais pas encore. Tu sais pas encore? Ouais, s'il y a des gens qui veulent m'inviter, moi je suis là. Ah, ok, invité Islam Seili, donc il est preneur. Maïssa? Moi rien en fait, vraiment. Comment ça, rien? Je sais pas. En fait, nous, c'est jamais programmé. En fait, c'est pas un événement pour nous. Si on nous appelle ou on a envie d'inviter du monde, on va le faire, mais c'est pas un truc où on se dit tiens, on va fêter jour de l'an, tu vois. C'est pas une obligation. C'est pas, tu comprends, Islam? C'est pas une obligation pour nous. C'est pas une obligation. Bah, parce que voilà, pour nous, c'est pas une fête. Non, mais j'ai pas dit. De toute façon, c'est pas la fin d'une unité d'événement. Non, mais ce que je veux dire, voilà, pour moi, c'est pas important au point de me prendre la tête, quoi. Ouais. C'est vraiment au jour le jour. Donc, pour l'instant, il y a rien de prévu. Pour l'instant, il y a rien. Très bien. Allez, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les avis tranchés? C'est parti? Oui, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, on va l'écouter, elle va commencer, elle s'appelle Maïssa Leroy et on l'écoute pour son avis tranché. Oui, alors, l'année 2016, année où se veut une islamophobie décomplexée. Alors, je vais vous dire ce qu'on ne vous montre pas. Ce que j'aime par-dessus tout quand je vais à la mosquée, c'est cette galère pour trouver une place, surtout quand tu t'étais chauffé, organisé et motivé pour sortir 1h30 avant d'y aller, et que le vouloir trop bien faire a eu raison de toi. Du coup, t'es sorti 20 minutes avant l'heure fatidique. Ensuite, après ce parcours du combattant, tu rentres et c'est toujours la même image. Les mamans, Coran dans les mains, hijab pailleté, qui ont leur QG, la place contre le mur ou contre le pilier. Les jambes allongées, c'est normal, elles ont souffert les jambes de nos mamans, faut pas leur en vouloir. Il y a aussi les mamans africaines qui sentent bon le musc aux notes boisées et qui portent ces couleurs qui illuminent et ravivent. Elles égrènent leur chapelet aux innombrables perles. J'aime regarder faire, c'est hypnotique. Ensuite, t'as la maman et son bébé qui hurle dans le coin le plus éloigné de l'entrée. Elle est venue tôt, voulant bien faire, et qui condamnée et hyper gênée, alors que ce même bébé était silencieux l'heure précédente. Sa maman avait pourtant tout mis en œuvre pour regoûter un peu à sa spiritualité en vivant une jamoua, mais bébé a l'air jaloux. Cet épisode l'immunisera pour quelque temps. J'ai été cette mère et au bout du 3e, tu lâches l'affaire. Et t'as les jeunes filles, dont tu sens l'innocence et le retour à Dieu dans tout ce qu'elles font avec 8 machallah par seconde et 14 inchallah par virgule. Elles sont si attendrissantes, je les observe avec cette nostalgie du déjà vu, déjà vécu. Bref, vient le moment tant attendu de la prière où toutes et tous sommes plongés dans cette soumission inexplicablement apaisante, où chaque prosternation est une occasion de glorification, de demande, de repentance, où cette proximité, où nous donne l'impression de ne devenir le meilleur de soi, car au plus proche du sien.
Ces moments où dans ce silence assourdissant, toutes et tous ne forment qu'un. Les voilà, les musulmans de France, tant dénigrés. Cette hétérogénéité, cette diversité, cette humanité qui nous rassemble autant qu'elle nous différencie et nous rassemble autant qu'elle nous divise. Et elle m'est chère car elle est vous, nous, toi, moi. C'est ce que j'appelle le vendredi de cette communauté qu'ils ne veulent pas regarder, pas connaître, ni même montrer. Islam. Réaction ou avis tranché? Réaction. Ah ok. Hey. Bah écoute, c'était un très joli texte comme d'habitude. Maïssa Leroy a une très belle plume. En plus, elle a fait ça. Elle a fait une petite dédicace à Hakim. Vous avez pas pu voir, mais elle avait la même pose que lui. Elle tenait la Oui, c'est quoi la pose d'Hakim pour expliquer? C'est de la radio. Alors en fait, il a allongé sur le. En fait, il a allongé sur son fauteuil et il rapproche le micro sur son menton. Sur son ventre. Et il est posé comme s'il regardait la télé en fait. Et en même temps, il parle. Donc elle a fait une petite dédicace. C'est et vrai, je l'ai pris en c'est photo vrai. et- Donc Mais on alors- embrasse Hakim s'il nous écoute. Alors, Ouais. ce que je voudrais te demander et te poser comme question, Maïssa, par rapport à ce que je viens d'écouter, alors qu'est-ce qu'il y a en rapport avec l'année 2016 là-dedans? Eh ben en fait c'est que cette année on a trop dénigré les musulmans, on les a fait passer pour des personnes mauvaises, méchantes, agressives. Dès qu'il y avait quelque chose, c'était un supposé islamiste musulman pratiquant nanana, tu vois, tout ce que tu connais déjà et qu'on a trop entendu. Et ça fait des années que ça ne fait qu'augmenter, c'est crescendo. Et moi j'avais envie de montrer en fait la fraîcheur de la pluralité de cette communauté et sa beauté aussi, ouais. Très bien. Bah Voilà. écoutez, vous avez écouté, vous êtes convaincu ou pas d'ailleurs, parce que vient de nous dire ma chère Maïssa Leroy, peut nous appeler 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone évidemment qui est le pont entre vous et nous. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à le franchir surtout, voilà, sans risque et sans crainte. On va passer maintenant à celui de Islam Saïli. De quoi va-t-il nous parler, Islam? Bah moi je voulais pas parler d'un événement en particulier, mais je voulais parler d'une succession d'événements parce que j'ai l'impression quand même que cette année 2016 a été une année plutôt noire, plutôt sombre. Je vais pas parler seulement des attentats qu'il y a eu en Allemagne ou en France, mais il y en a aussi eu en Turquie, aussi en Irak. Il faut aussi parler de ce qui s'est passé en fin d'année à Alep. Et il faut parler aussi du Centrafrique. Donc finalement, cette année, elle était pas si cool. Finalement, 2016, c'était plutôt une nuit. On a l'impression qu'on a passé cette année dans la nuit. Et comme chaque événement, chaque œuvre, on va dire, a ses bonus, 2016 a eu aussi son petit bonus. Je vais parler bien sûr du nombre incalculable de célébrités qui nous ont quittés cette année. Donc beaucoup faisaient partie part intégrante de la pop culture, peut-être pas de ma génération, mais en tout cas qui ont marqué peut-être la vôtre et qui ont marqué aussi la mienne, mine de rien. Et je vais parler pour les derniers en date de George Michael et de Carrie Fisher, qui a été le petit dernier cadeau que nous a lâché cette année 2016. Carrie Fisher, c'est celle qui jouait à la princesse Leia dans Star Wars. Et dont Rogue One a laissé a fait un joli hommage en la modélisant totalement en image de synthèse pour ceux qui ont vu le film. Et finalement, cette fin d'année, il y a eu quelques éclaircies parce que, comme on le dit, hein, c'est dans les heures les plus sombres de la nuit qui précèdent les premiers rayons du soleil. Ça vient du Seigneur des Anneaux. Et donc, et finalement, je voulais parler justement de cette décision de l'ONU qui pourrait appeler justement à une belle année 2017, pourquoi pas, ou en tout cas à plus de positivité, comme dirait le slogan Carrefour J'optimisme. Pour 2017, justement, j'optimisme. Très bien. Maïssa, est-ce que tu partages l'optimisme de Islam? Toujours. Il faut toujours avoir cette lueur d'espoir dans tout, même dans le pire. C'est la base. Donc voilà, bien sûr que je partage. Donc c'est bien. Alors, tu te sers de ce qui s'est passé vendredi à l'ONU, donc pour trouver une petite éclaircie pour cette année 2016. Exactement. J'allais en parler plus longuement, mais finalement on en a parlé pendant l'émission, donc je voyais pas plus. Mais je trouve que justement c'est un joli petit cadeau que nous a laissé Barack Obama finalement, parce que moi je trouve que Barack Obama en cette fin de quinquennat et justement pour bien contrer Trump, il fait pas mal de choses et finalement finalement moi j'aime bien Barack Obama, tu vois, et pas ce qu'il a fait par exemple pour les puits de pétrole en Antarctique ou ce qu'il a fait justement pour Israël, contre Israël finalement, parce que c'était un cadeau finalement un petit peu empoisonné pour Israël, finalement faut le féliciter. Quand c'est bien, faut le dire, donc là c'est bien. Très bien. Vos avis, 01 40 33 9000, est-ce que vous êtes optimiste aussi comme Islam? Vous n'hésitez pas à nous le dire. Allô, bonsoir. Ça va mon cher Christophe? Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va Karim? Ah mon ami. Karim, Islam, Maïssa, on est là, on t'écoute mon ami. Là. J'ai entendu le texte de la jeune fille là, c'est Maïssa, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Maïssa. Ah, elle était vraiment bravo. Hein, moi je vais pas à la mosquée, mais je sais pas, j'ai imaginé cette fusion d'âme, cette fusion
d'instant présent avec des gens complètement différents de tout âge. C'est exactement vrai ça. que C'est exactement le message en fait. Je suis très contente que vous l'ayez pris comme ça. C'est exactement. C'est une poète, mais ça. Arrête. Oui. Mais je voulais vous dire simplement, comment il s'appelle le monsieur là? Islam. Islam, ouais. Apparemment, il n'est pas au courant de certaines choses. Oui. Je veux simplement lui dire que s'il s'intéresse un petit peu à l'actualité de l'ONU, il s'apercevra qu'il y a deux genres de sanctions à l'ONU, deux genres de résolutions. Il y a les résolutions avec sanctions et les résolutions sans sanctions. Alors, les résolutions avec avec un volet de sanctions ne concernent généralement que les États autres qu'Israël. Alors que ce soit, par exemple, quand Saddam Hussein a envahi l'Irak, on lui a pas dit, vous serez bien gentil d'arrêter d'envahir, quand il a envahi le Koweït, on lui a pas dit, ça serait bien que vous quittiez le Koweït. Comme on a dit aujourd'hui aux Israéliens, ça serait bien, on lui a dit, ou vous sortez du Koweït, ou on vous bombarde. Quand on a fait les résolutions sur l'Iran, ça a été, voilà, bon, l'Iran c'était un peu plus méchant, on n'a pas osé le bombarder, mais enfin, pendant 15 ans, l'Iran a subi un blocus économique qui a ramené quasiment le pays au début du siècle. La Libye, la Syrie, l'Afghanistan, le Soudan. C'est pas l'ONU qui a bombardé Saddam Hussein. L'Afrique du Sud, quand on lui a dit à l'Afrique du Sud, ou vous arrêtez l'apartheid, ou on vous boycotte. Or, je vous rappelle qu'il y a une dizaine de résolutions qui ont été prises concernant l'État d'Israël, notamment la résolution 268 ou 368 qui disait à Israël de restituer le Golan à la Syrie, qui date de 1968. La première réponse a été qu'Israël a annexé le Golan. Aucune résolution concernant Israël n'a été accompagnée de menaces de sanctions économiques. Donc ce ne sont que des vœux pieux qu'on essaye de nous faire passer pour des résolutions. Parce que si demain Israël décide de construire 600 ou 800 logements à Jérusalem-Est, personne ne s'y opposera et l'ONU n'a pas les moyens de s'y opposer parce que il n'y a pas de sanctions de prévues en cas où elle ne respecte pas les résolutions. On ne fait que des résolutions pour calmer l'opinion, pour faire croire qu'Israël est un État comme un autre, parce que là, regardez, il peut faire l'objet de résolutions, mais c'est faux, parce que Israël peut faire ce qu'elle veut, personne n'osera dire, ne serait-ce que, écoutez, pour la peine, on va pas vous donner les avions F-16 qu'on devait vous donner, par exemple. Ouais. Donc tout ça, c'est du baratin, il donne à manger à la communauté musulmane ou arabe, c'est tout. Voilà, bon, ils vont finir par croire qu'Israël est un État comme un autre. La preuve, regardez, on lui rappelle la loi. Mais quand quelqu'un roule vite sur l'autoroute, vous l'arrêtez, vous lui dites, vous savez, t'as roulé trop vite, c'est pas bien, au revoir monsieur, il va recommencer à rouler vite. Par contre, si tu l'arrêtes, tu bloques son véhicule, tu lui fous 250 € d'amende, il recommencera peut-être pas. Et Israël n'a jamais fait l'objet de sanctions par l'ONU. Islam. Et elle n'en fera d'ailleurs jamais l'objet. On verra en 2017 alors. Début, attends, Karim. La résolution contenait un aspect sanction. Ouais, Karim. Que l'Égypte avait proposé. Les États-Unis ont dit attention, on veut bien la résolution sans les sanctions, sinon c'est le veto. Ouais. Alors, Islam, qu'est-ce que tu as à répondre à Karim? Merci pour ce cours d'histoire et cette explication, Karim. Écoute, on verra en 2017. Moi, je te dis que. Il n'y a rien à voir en 2017. Tu vas vraiment t'occuper d'autre chose que de ça. Hein. Ah, non, mais t'inquiète pas, je vais m'occuper de mes affaires aussi, mais bon, on verra. Voilà. Bon, merci Karim en tout cas pour le petit rappel. 01 40 33 9000. C'est vrai que c'était important ce rappel, il était très important. C'est vrai qu'il y a ces résolutions effectivement accompagnées de sanctions. Mais c'est jamais le cas pour Israël, c'est bizarre. C'est pas l'ONU qui a bombardé Saddam Hussein. Hein. Quand même, on va pas oublier que la France avait dit non. Et donc c'est les États-Unis. Non, la France a participé à bombarder l'Irak. C'était là, tu confonds avec 2003. Ouais. Là on parle il parlait de ça, non? Non, il parlait de l'envahissement du Koweït par Saddam Hussein en 91, dans les années 90. Ok. Ouais, c'était le premier épisode ça de la guerre du Golfe. Allô, bonjour. 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 Bonjour, c'est Brahim. Qu'est-ce qui se passe, Brahim? On a oublié quoi là, Brahim? Non, c'était juste moi, j'ai écouté le texte de Mélissa, c'est ça? Maïssa. Merci. De rien. Merci. Touché. Et merci de ce petit bonheur que tu viens de me mettre dans le cœur. Merci, je suis très contente. Voilà, Maïssa Leroy, allez-y, likez sa page Facebook. Vraiment, tout le monde pouvait réagir avec ce texte-là et avoir le comportement de ce texte-là. Je crois qu'on aura gagné. Waouh. Merci Brahim. Merci beaucoup. Salut, Merci. fais passer le message mon ami, à Marseille il y a du monde. Salut Brahim. 01 40 33 9000. Tiens, on enchaîne, on va parler un peu d'actu parce qu'il se passe des choses quand même dans le monde. On a beau être en fin d'année 2016, mais le monde continue de tourner. Et c'est une information à prendre au conditionnel, avec prudence donc. Selon l'agence pro-gouvernementale turque,
la Turquie et la Russie se seraient entendus sur un cessez-le-feu dans toute la Syrie dès ce soir minuit. Ce plan viserait à étendre le cessez-le-feu instauré à Alep à tout le pays, mais selon les termes utilisés par l'agence de presse turque, les groupes terroristes sont exclus du processus en cas de réussite. L'accord pourrait servir de base de négociation politique entre le régime syrien et l'opposition que Moscou et Ankara veulent organiser à Astana. Bonne ou mauvaise surprise ? Cette idée, visiblement, alors information à prendre avec pincette. Oui, voilà, à voir, je sais pas. Bonne surprise. Tu sais, c'est toujours, en vérité maintenant, avec toutes les lois qu'il y a et tous les concepts, etc., on n'arrive plus à savoir s'il y a anguille sous roche. Ouais. Il n'y a plus confiance en fait. À chaque fois qu'il y a des lois, ou un cessez-le-feu ou je sais pas quoi, derrière, et ça en va de plus belle et tu sais plus en qui avoir confiance. Donc finalement, se réjouir très vite sur quelque chose de passager ou de furtif, je sais pas trop. Et puis l'actualité dans cette région, puisqu'on y reste, c'est sans doute un attentat qui a visé ce matin un car dans le nord du Liban. C'est en tout cas ce qu'affirme la chaîne Al-Manar, la chaîne de télévision du Hezbollah. Une explosion qui s'est produite dans un bus qui circulait dans la plaine de Dekkan, non loin de la frontière syrienne. Une personne a été tuée, il s'agit du maire adjoint de la ville d'Al-Ain. Une autre a été blessée. Al-Manar évoque un attentat à la bombe. Voilà, donc dans cette région du Liban. Et puis, je voulais qu'on parle ensemble, si vous le voulez bien, de cet incident diplomatique entre le Mauritanie et du Maroc, puisque la Mauritanie faisait partie de l'ancien royaume marocain. Cette petite phrase du secrétaire général du parti marocain de l'Esticlad qui n'est pas passée inaperçue samedi, et elle a provoqué un petit incident diplomatique entre Nouakchott et Rabat. Et pour éteindre l'incendie, le premier ministre marocain Abdellah Benkiran se rend aujourd'hui dans la capitale mauritanienne et il doit rencontrer le président Mohamed Ould Aziz alors que les relations sont déjà difficiles entre les deux pays. Voilà, donc pour c'est dès mardi en fait que le ministère marocain des Affaires étrangères publie un communiqué dénonçant les propos donc de ce secrétaire général, les qualifiant de dangereux et d'irresponsables. Ce communiqué assure un aspect total du Maroc des frontières mauritaniennes reconnues par le droit international. Rabat dépêche ensuite à Nouakchott son premier ministre donc aujourd'hui, alors que celui-ci peine toujours à former son gouvernement. On sait qu'il y a des problèmes de formation de gouvernement depuis les dernières élections. Le Maroc qui remet, enfin pas le Maroc, mais le secrétaire d'État de l'Esticlad qui remet en cause l'autonomie de la Mauritanie, ça fait tâche quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je sais pas trop. Islam? C'est vrai qu'on a toujours du mal à taper sur le Maroc, nous, enfin sur le Maroc, sur les décisions qui sont prises sur le Maroc. Moi, sur ce coup-là, s'il faut prendre parti, je prendrais parti de la Mauritanie. Désolé pour nos amis marocains qui nous écoutent, mais bon, des fois, faut faire preuve d'autocritique et se rendre compte que l'État auquel on peut aimer, pour qui on peut avoir une affection, n'agit pas non plus conformément à la loi et conformément à la morale. Il est à préciser et à noter que Mohamed VI, donc le roi du Maroc, a téléphoné hier matin au président mauritanien. Dans un communiqué, le roi du Maroc explique avoir rappelé au chef de l'État voisin qu'il reconnaissait l'intégrité territoriale de son pays et exprimé donc sa détermination à préserver la relation entre le Maroc et la Mauritanie. À mon avis, c'est un incendie qui va vite s'éteindre, hein. Bon, tant mieux. Remarquez. Tiens, un petit tour puisqu'on est au Maghreb. C'est près de 55 000 personnes qui ont été poursuivies par la justice algérienne pour des affaires de terrorisme depuis le début des années 90. C'est le premier chiffre global donné par le ministère de la Justice en Algérie. Au cours des années 1990, l'Algérie a fait face aux actions du groupe islamiste armé depuis quelques années. Donc c'est le groupe AQMI principalement en tout cas, qui agit et qui font peser de menaces sur le pays. Par rapport à ces chiffres, Maïssa, donc 55 000 quand même personnes arrêtées. La justice algérienne a fait son boulot. L'armée algérienne a été là aussi pour essayer peut-être de d'éteindre. Voilà, hein. C'est énorme. C'est beaucoup, visiblement, 55 000. 55 000 depuis les années 90. Hein. Donc il y a. Sachant qu'il y a eu 10 ans de guerre civile en Algérie. Les années noires. Et je précise aussi ces appels visiblement qui émanent de certains ministres qui demandent aux Algériens, à l'occasion des réveillons de fin d'année, d'éviter les rassemblements en public. Il semblerait qu'il y ait une grosse menace d'attentat en Algérie. Ah ouais. Ça émanerait visiblement des services secrets états-uniens qui auraient lancé cette alerte il y a quelques jours. Voilà. Ouais.
Ouais. Donc prudence évidemment. Puis une petite information qui nous emmène aussi en Tunisie. Ce chiffre plutôt inquiétant pour les autorités tunisiennes. Près d'un jeune Tunisien sur 2 issu des quartiers populaires réfléchit à quitter le pays. Et un jeune sur 3 se dit prêt à émigrer de façon clandestine si la situation l'impose. Les chiffres donnés par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Voilà, pour ces chiffres donc concernant ces jeunes Tunisiens qui sont prêts à quitter le pays. Conséquence du printemps arabe, peut-être. Peut-être, ou d'une instabilité, ou peut-être aussi d'un problème de gestion des autorités, peut-être. Voilà, tout est, vous savez qu'en ce moment, le gros débat en Tunisie, c'est le retour justement de ceux qui sont partis en Syrie, pardon, et qui reviennent donc en Tunisie. Lapsus, ouais. Et aujourd'hui, tout le débat est, voilà, est-ce qu'on doit les mettre en prison, est-ce qu'on doit essayer de les réinsérer, est-ce que voilà, donc c'est très compliqué visiblement, donc pour la Tunisie d'essayer de faire face à un retour massif de gens partis en Syrie qui donc ont rejoint et ont fait allégeance visiblement à Daesh. Votre avis là-dessus d'ailleurs sur les retours de Syrie, et parce que on sait qu'en France par exemple toute personne qui revient de Syrie passe par la case prison. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Par la case prison, ils vont. C'est-à-dire des Français qui vont vivre. Les Français qui reviennent de Syrie, qui ont été rejoindre donc Daesh ou une organisation terroriste. Bien sûr. Bien évidemment. Oui. Bah après, il y en a beaucoup qui disent que la case prison finalement c'est un peu une antichambre, un peu une cellule de formation pour Daesh, parce que c'est vrai que ça dit, enfin. De ce que les gens disent, moi j'ai jamais été en prison donc je peux pas savoir comment ça se passe. Mais après, est-ce que c'est une bonne chose de les renvoyer directement, j'ai envie de dire au bercail finalement? Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Après, de toute manière, où est-ce qu'on peut les mettre? Est-ce qu'on devrait créer des cellules spécialisées pour les gens justement qui reviennent de zones de conflit comme ça et qui ont été rejoindre des mouvements très dangereux et qui sont hostiles à la France? Est-ce qu'on devrait créer des centres de rééducation pénitentiaires? Je sais pas. C'est pas. Est-ce qu'il y a peut-être ces centres de déradicalisation? Est-ce que c'est une bonne chose, ça? On y croit ou pas? Non, franchement, moi je pense que, alors je reviens, je dis toujours la même chose, mais il faut regarder plusieurs choses par rapport à la radicalisation. Il faut savoir que les personnes qui se radicalisent déjà, même si le terme radicalisé veut rien dire, parce qu'en vérité le radical ça veut dire l'équilibre des choses. Tu vois, c'est le centre des choses. Donc, bon, ça veut pas trop dire ça, radicaliser. Bref, parenthèse à part. Et donc, non, sérieusement. Et donc, par rapport à ça, si on regarde, on voit que les personnes, en fait, qui sont extrêmes comme ça, etc., elles avaient déjà des comportements extrêmes dans leur attitude. Ça veut dire ils sont extrêmes en fait dans leur attitude, ça, extrêmement violents, extrêmement arrogants, ils sont déjà naturellement extrêmes dans leur délire, et du coup derrière au niveau donc de leur rentrée dans des groupuscules, ils deviennent pareils. Et en fait, je pense vraiment qu'il faut faire quelque chose encore une fois par rapport à la jeunesse. C'est parce qu'on les laisse aller dans certaines dérives en fait. Déjà à la base, il y a rien qui est fait pour la jeunesse. À un moment donné, c'est comme ça qu'ils procèdent leur sélection. Leur recrutement. Ouais, leur recrutement, c'est qu'ils voient des jeunes qui ont plus trop de perspectives d'avenir. C'est pas des ingénieurs qui vont. Évidemment, échec scolaire. Mais pourquoi? Parce que il y avait un potentiel, parce que quand même, il y a une forme je sais pas, mais bref, il y a un certain potentiel, et derrière ils les recrutent, ils arrivent à comprendre bien la cible, ils leur donnent tout ce à quoi ils aspirent, ils leur parlent, je sais pas, ils leur promettent monts et merveilles au paradis, etc. Ouais. Et du coup, ils se disent c'est une forme de rédemption, parce que quelque part ils savent que le rôle qu'ils ont dans cette société, il est pas top, quoi. Il y a rien. Ouais. Tu vois, ils arrivent, ils sont là, c'est des gars qui. Et puis ils sont dragués. Ils ont l'impression qu'on leur donne de l'attention. Oui, de l'attention, c'est ce que je dis, de l'attention. Ouais, c'est ça. On leur fait croire des choses. C'est une famille, une nouvelle famille. Les terrains de recrutement de Daesh, c'est les terrains que la politique a désertés. Exactement. Merci Slem de résumer mon quart d'heure galère. Ouais, je te voyais, t'avais du mal, donc je me suis dit. Merci. Je te rends service. Vos appels 01 40 33 9000. Bonsoir. Allô. On entend Maïssa rigoler, c'est marrant. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. On se réveille, mon ami. Qui es-tu? Ouais, monsieur Christophe, salam alaikum. Alaikum salam. Baisse ta radio. Baisse ta radio, Mustapha, s'il te plaît. Ouais, c'est monsieur Mustapha de Paris. Oui, Mustapha, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, là, vous étiez en train de dire que tout ce qui revenait de Syrie, ils allaient direct prison.
Ouais, tous ceux qui ont été en Syrie pour rejoindre des organisations terroristes telles que Daesh et autres, hein, d'ailleurs, pour la plupart, quand ils reviennent en France, ils sont jugés, je crois, si je dis pas de conneries, et ils passent par la case prison, oui. Ah, d'accord. Et les Israéliens partent de Paris pour aller faire la guerre en Israël, aller tuer des Arabes. Pour aller tuer des Palestiniens. Bah écoute, visiblement non, ils ont pas de problème. Quand eux, ils reviennent, ils vont où? Est-ce qu'ils vont en prison? Non, ils vont pas en prison, non. Ah voilà, c'est ça qu'on comprend pas, quoi. Ouais, mais Voilà. c'est pas tout à fait la même chose, si je peux me permettre. Attends, c'est pas tout à fait la même chose, si je peux me permettre, dans le sens où effectivement les Israéliens vont faire l'armée dans leur pays d'origine, enfin dans leur pays d'origine. En Israël en l'occurrence, et effectivement au cours de cette armée, de cet exercice, ils sont peut-être ou pas d'ailleurs amenés à faire des choses voilà, contre des Palestiniens. Tandis que ils vont là-bas pour les Arabes, pour dire la vérité. Ça c'est votre vérité à vous. Après bon, Mustapha, on pourrait essayer de simplifier les choses. La Syrie, enfin en l'occurrence la France est engagée dans ce conflit en Syrie. Et quand vous avez des Français qui vont justement en Syrie pour rejoindre des organisations terroristes, et on sait qu'après les attentats qui sont survenus en France, pour la plupart, c'est des ordres qui viennent de Syrie, forcément qu'il y a, voilà, le problème n'est pas le même si je suis un peu d'accord avec vous dans le sens, voilà, effectivement, ces gens qui partent en Israël pour faire l'armée vont tuer des Palestiniens en l'occurrence. Voilà. Excusez-moi, monsieur Christophe. Le problème, c'est que ici, il y a des Israéliens, ils vont là-bas. Pour massacrer des Arabes, vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Ouais, on t'écoute, Mustafa, vas-y. Et après, quand ils reviennent ici, ils ont des primes. Des primes de ils quoi? Ils vont en prison, ils ont de l'argent. Ils ont pas, pas d'argent, Mustafa. En fait, c'est l'armée israélienne, et si tu t'engages pendant un an dans l'armée israélienne, l'armée israélienne, l'État israélien, finance tes études. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux faire un doctorat ou un master qui va coûter 40 000 €, voilà, 40 000 €, si tu fais un an chez Tsahal, et Tsahal va s'engager à régler, mais il n'y a pas de prime. Il n'y a pas de prime. En tout cas, la France paye pas les soldats israéliens. Jamais de la vie. Pas, mais non. Merci Mustapha, à toi. Merci 01 40 33 9000. Et dans un instant, on est de retour sur France Maghreb 2. Tiens, je voulais vous lire quand même ce mail de Warda qui nous a envoyé sur lgf@francemaghreb2.fr. Je voulais mettre un avis sur la grâce de Madame Sauvage. Je trouve cette décision nulle quand une femme est battue, malheureuse, etc. En général, elle n'attend pas 30 ans pour se barrer, mais bon, désormais, on pourra liquider celui qui nous prend la tête et ainsi de suite. Le monde est fou. Bonne soirée et bonne fête de fin d'année, c'est ce que nous dit Warda. Quoi dire? Bah, je sais pas, moi. Quoi dire, c'est son avis, d'abord. Oui, voilà, respectons-le, et puis voilà. Mais toi, t'es pas d'accord? Ah, bah non, du tout. Oui. Non, du tout, parce que franchement, faut vraiment comprendre la psychologie, comprendre les mécanismes, comprendre les canaux de communication. Dans ce cas-là, un orphelin, un mec qui vient d'une misère sociale très profonde et qui vient, voilà, un orphelin qui a galéré toute sa vie. Si un jour il fait un meurtre, on va lui dire, ouais, mais bon, vas-y, t'as galéré dans ta vie, allez, je te... Mais non, là, ça n'a rien à voir, là. De quoi tu parles? Là, on est en train de parler d'une femme qui s'est fait démonter pendant 30 ans. Démonter. Genre vraiment, t'imagines, tu te fais cogner toute la journée, tu te fais humilier. Voilà, violée, plein de choses comme ça par son mari. On en parle avec vous si vous le voulez bien. Et attends, excuse-moi Christophe, mais ouais, en plus... Ah ouais, bon. Bah oui. Attends ouais, pas celle-là. Ouais. 01 40 33 9000, en tout cas, on parle parce que peut-être pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, la grâce totale a été accordée effectivement à Jacqueline Sauvage par le président de la République François Hollande, et on en parle. Maïssa trouve que c'est une super nouvelle. Islam est un peu plus mesuré. Et puis Warda, et qu'on trouve cette décision complètement nulle. Donc par mail, lgf@francemaghreb2.fr, c'est ce qu'elle a dit. Nul. Non, mais moi je trouve pas ça pas nul non plus. Non, mais j'ai pas dit que toi tu avais dit nul. J'ai dit Warda. Non, pas de j'aurais pas dire ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, à tout de suite. LGF sur France Maghreb 2, le grand forum. Merci d'être avec nous, avec Islam Saïli et avec Maïssa Leroy. Oui. Et ils sont là. Bien sûr, Pierre, on va saluer aussi c'est qui t'accompagne aujourd'hui. Islam, t'as pas présenté? Ah, c'est une amie. Peut-être elle va se présenter elle-même. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien, et toi? Tu t'appelles comment? Samra. J'ai appelé la semaine dernière. Ah, Samra, oui. Tu as 20 ans et t'appelles de l'Essonne. C'est ça, ouais. Très bien, très bien. Alors justement, tiens, ton avis sur la... On en parlait juste avant la pub avec Maïssa, qui essaye de finir son propos depuis tout à l'heure. Oui. Sur Jacqueline Sauvage, toi, t'es pour ou contre cette décision que vient de prendre François Hollande? Alors, la grâce totale, on le rappelle, accordée à Jacqueline Sauvage. D'accord à 100%.
Je pense qu'il faut, parce que là on est sur notre chaise, on discute, c'est facile, mais quand on contextualise la chose, quand on sait que cette femme voyait ses propres filles se faire violer par cet homme, qu'elle en recevait des coups et qu'elle-même se faisait violer durant 30 ans, que effectivement la société française actuelle, elle a du mal à répondre à ces femmes qui se font battre. Pour en avoir connu, effectivement, on est dans la situation où on ne sait pas quoi faire. Appeler la police, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais parce que effectivement la réponse ne serait pas dans l'attente de la femme battue. Quand on se met dans cette place à cette femme, bien qu'on ne puisse pas, parce qu'on ne peut pas imaginer la douleur qu'elle a subie, effectivement, c'est triste à dire, mais malheureusement, sa défense était, pour moi, illégitime, d'où la légitime défense. Ouais. Bon, eh bien, vos avis là-dessus, si vous le souhaitez, 01 40 33 9000. Maïssa, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est exactement ce qu'elle a dit par rapport aux enfants, en fait. À un moment donné, une mère, ça reste une mère. Donc, à un moment donné, quand elle voit des atrocités, elle se dit, en même temps, on n'était pas là. Il y a des choses qu'on n'était sait pas là. pas. Mais à un moment donné, avoir des atrocités, ok. Moi, je dis pas, je suis pas contre pour et tout. Oui, Moi, tu débats, toi. Je suis dans la Suisse et tout. Et je voudrais juste dire, au bout d'un moment, tu vois des atrocités. Enfin, faut s'en aller peut-être. Au bout d'un moment, faut arrêter d'y croire et s'en aller. Je te jure que c'est peut-être que s'en aller, c'était peut-être plus, c'était au moins légal comparé à. C'est pas si simple que ça. Tu sais, il suffit que t'aies pas de famille, que t'aies pas de. Enfin voilà, c'est très compliqué, hein, vraiment. Hein. C'est pas. C'est pas si simple que ça. Tu fais pas. Mais non, mais même tu vas dans des structures. Les structures sociales, elles vont héberger quoi, 3 jours, 4 jours. Après, il n'y a pas de choses qui se font sur du long terme. Tu crois qu'une femme, elle va arriver avec 5 enfants, elle va quitter. Enfin, c'est un parcours du combattant, les hommes, vraiment. Généralement, les hommes violents isolent la femme financièrement, socialement. À tous les niveaux. Tu crois que ça se fait comme ça du jour au lendemain? 30 ans, c'était une loque. C'est-à-dire, elle pensait même plus par elle-même. Dis-toi que l'emprise qu'il avait sur elle, elle devait même plus penser par elle-même. D'accord, mais moi j'ai jamais pris la défense de l'homme. Non, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, elle a dû péter un câble, son instinct de survie a fait que, elle a fait ça. D'accord, mais justement la loi est là justement pour réprimander certains instincts. Si la loi avait pu l'accompagner dès le départ, ils en seraient peut-être pas arrivés là. Je pense que c'est ça. Si la loi n'est pas au courant, c'est compliqué pour elle. On va pas toquer chez les. Attends, il y a eu des plaintes. Elle a porté plainte. Bien évidemment, elle a porté plainte plusieurs fois. C'est pas un cas isolé comme ça. Mais dans ce cas-là, si elle porte plainte, faut que c'est mieux qu'elle divorce, non? Mais tu vis dans. Attention. Ouais, tu vis dans les bisounours. Je sais pas si t'as déjà vu le film Plus Jamais avec Jennifer Lopez. Il contextualise bien la chose. C'est une femme qui se fait battre, mais elle avait l'indépendance financière et elle avait une famille sur laquelle elle pouvait compter. Mais on voit à quel point elle galère avec ça. Donc là, imaginons, elle n'avait pas d'indépendance financière. En plus de ça, comme disait Maïssa, il avait une emprise psychologique sur. En fait, le pire, c'est ça le pire, c'est l'emprise psychologique. Exactement. Hein, elle ne sûr, réfléchit plus par elle-même. C'est une loque. Elle ne réfléchit plus par elle-même. Et on est tous d'accord sur le fait que l'homme était un bel enfoiré. Moi, je dis pas ça. Oui, mais j'ai pas dit. Mais je juste dis pas que voilà. En fait, à un moment donné, ces femmes-là ne réagissent pas comme la normale. Je comprends tout à fait les circonstances atténuantes. Moi, je m'interroge juste sur le fait de rendre sa liberté à quelqu'un qui a tué. Après, chacun voit comme il veut. Non, moi je vois ça. Après, c'est les faits. Je vois quelqu'un qui a tué et qui. Moi, je les vois ces femmes-là. Je les croise. Je discute avec certaines d'entre elles. Voilà, de par mon métier, je suis amenée à voir ces personnes-là. Et je t'assure que c'est pas si simple que ça. Et que moi, en étant dans l'envers du décor, je peux comprendre ce geste-là et je suis contente. D'accord, on peut tous comprendre ce geste-là. On est d'accord. Mais au bout d'un moment, la loi est là pour aussi dire, la loi, elle n'a pas à être compatissante. La loi n'a pas un cœur. La loi, c'est pas un être humain, justement. C'est quelque chose qui est aliéné, j'ai envie de dire, et qui est là pour dire, ok, d'accord, on peut faire, à la limite, ne pas te mettre 15 ans de prison, revenir à, on va dire, une peine d'un an. Elle a fait combien de temps? Elle a fait au dépôt. Elle a fait, bien sûr, elle était en prison là. D'ailleurs, sa fille est partie la chercher. 2 ans, un truc comme ça, 2 ans, 3 ans. L'affaire entre le moment, tu vois. Donc. Après, je peux plus parler, mais après, mais quand même, moi, je m'interroge quand même sur le fait de gracier quelqu'un qui a tué quelqu'un. Non, moi, je suis. Peu importe les circonstances. 01 40 33 9000, n'hésitez pas à nous appeler. On va accueillir tout de suite un auditeur qu'on connaît assez régulièrement dans cette émission, puisqu'il a intervenu, il est syrien. C'est le docteur qui est avec nous avant de parler de l'épidémie de la grippe, là. Vous savez, le truc qui est en train de nous toucher tous, là, en ce moment. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, monsieur Christophe, à vos invités, mes amitiés. Juste, je tarde pas, parce que avec l'épidémie de la grippe, faites attention à Paris, bon, entre autres. Ouais, dans toutes les régions de France, hein, visiblement. Voilà. Donc, je fais vite. Je vous apprends, je sais pas ce que je vous attrape juste depuis 20 minutes.
Je vous écouterai ce soir, après minuit. Oui, Là, il y a apparemment un cessez-le-feu va être décrété à partir de minuit en Syrie, dans l'ensemble du territoire, concoté par les Turcs, M. Erdogan et M. Poutine. Oui. Ils ont exclu l'OTAN, les Européens, les Arabes, les musulmans, tout le monde. Ça, c'est première information confirmée. Et deuxième information plus malheureuse, un interne d'origine arabe, maghrébine, d'orthopédie de la Timoun à Marseille était attrapé par la police turque. Là, il y a quelques jours, là, il est sous interrogation. Là, il est apparemment retenu par les services de sécurité turcs avant d'expulser vers la France. Oui, après, encore deuxième information, donc, par rapport à ce que vous discutez, la discussion, parce qu'il y a bien des gens qui n'ont pas de boulot, ils font pas de djihad, enfin, ils partent pas tuer, il faut dire le mot, en Syrie. C'est parce qu'on n'a pas de boulot, ou peut-être il y a des gens qui n'ont pas étudié encore mieux et plus intelligents que les gens diplômés. Ça, il faut pas mélanger. Moi, je défends des gens des quartiers en France. Et autre chose, on a exclu de ce cessez-le-feu. Il faut continuer à combattre les Kurdes, apparemment Erdogan et Poutine, les Kurdes, Daesh, enfin, et encore Nusra et d'autres fractions de l'opposition syrienne. Voilà ce qui est nouveauté. Très bien. Merci beaucoup, docteur, pour ces dernières infos, effectivement, à confirmer, effectivement, cette information que je vous donnais déjà tout à l'heure, concernant ce cessez-le-feu total pour toute la Syrie. Donc, un cessez-le-feu décidé, et qui va essayer d'être imposé, par la Turquie et par la Russie. Et comme le disait très justement, d'ailleurs, le docteur, exclu total des négociations, en tout cas, des Européens, des pays du Golfe, des États-Unis. Donc, maintenant, Poutine et Erdogan ont décidé de régler le problème entre eux. 01 40 33 9000. Alors l'épidémie de la grippe maintenant qui s'est déclarée il y a une semaine dans quelques régions maintenant touche toute la France métropolitaine. L'annonce a été faite par la ministre de la Santé lors d'un déplacement hier au service d'urgence de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Mais Marisol Touraine affirme que tout le système de santé est mobilisé pour faire face au nombre croissant de grippe, au cas de grippe dans les jours à venir. Écoutez la ministre. Les jours qui s'annoncent vont être des jours particulièrement intenses, avec une mobilisation forte de l'ensemble du système de santé, les professionnels libéraux et les hôpitaux en particulier. Donc nous sommes mobilisés et vigilants pour faire en sorte que l'ensemble des malades puissent être accueillis dans les meilleures conditions. L'épidémie cette année est arrivée assez tôt. Il y a un nombre de malades important, autour d'1 million de consultations d'ores et déjà. Mais notre système hospitalier, nos établissements de santé sont pleinement mobilisés selon les régions et selon les hôpitaux. Des plans différents sont mis en œuvre, mais tous les hôpitaux français sont mobilisés pour faire face à l'accueil d'un nombre accru de malades de la grippe ces jours-ci. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, donc, qui affirme que tout ira bien, visiblement, et qu'on va être pris en charge comme il se doit. La grippe, Islem, Maïssa et Samra aussi. Est-ce que vous êtes vacciné? Pas du tout, et ça fait, je crois, 5 ans j'ai pas eu la grippe. Ouais. Je vais sortir d'ici. Ouais. Maïssa nous a quittés. Non, mais parce que mes enfants ils sont malades, du coup je suis immunisée, quoi. Ouais. Ouais. Okay. Donc Islem? Je sais même pas quel vaccin j'ai eu en fait dans ma vie. Donc je saurais même non, pas. mais le vaccin de la grippe c'est tous les ans. Est-ce que la grippe t'as déjà couché, Islem? Non, grave pas. Moi je suis un bonhomme, moi. Oh là. Samra? Il mange des kiwis quand il est malade. Voilà, exactement. Ah ouais. Il ne jure que par les kiwis. Non, mais c'est vrai, en fait, souvent les gens dépendent des médicaments et moi parce que les médicaments finalement c'est que des dérivés de produits naturels qu'on a un petit peu mélangés avec certains produits chimiques et finalement peut-être pas la grippe mais quand on est malade, une bonne. Mais moi je pense qu'aujourd'hui il faut se laisser être malade aussi parce qu'on est tout le temps en train de s'immuniser pour tout et à la fin on laisse plus le corps et le système immunitaire combattre seul. Exactement. Aujourd'hui on est là, il faut guérir vite parce qu'il faut retourner vite au travail, parce qu'il faut mais le corps il est pas fait de cette façon-là. En plus le corps n'apprend même plus à se défendre seul. Exactement. En fait le corps devient vieillard avec une malade. Voilà, exactement, et on tombe tout le temps malade. Alors que si on se laisse aller, on laisse le truc faire, et ben le système immunitaire fera que vous tomberez beaucoup moins malade.
Ah ouais, ça peut être une idée aussi. Mais Donc bon, suivez les conseils de Mélissa, si vous êtes malade, ne faites rien. Mourrez, c'est pour le suite. C'est la suite logique des choses. Non, mais je pense qu'il y a une pression sociale, une véritable pression. Moi, à l'époque, ça fait très longtemps, quand j'étais malade, j'étais au lit une semaine. Non, mais la vraie grippe, la vraie maladie, mais j'étais malade une fois dans l'année. Maintenant, on est tout le temps un petit peu malade. On est tout le temps malade. Après, il y a quand même, on est dans un pays où on a une certaine sécurité. Non, mais quand je te parle la pression sociale, ça veut dire quand t'es au boulot, quand t'es cadre ou quand t'es je sais pas quoi, il faut que tu reviennes au bout d'un jour, un jour et demi. Hein. Si tu reviens, tu prends pas un arrêt maladie pour une semaine. T'as le droit de faire ça que si tu fais un burn-out. Ouais. Mais cela dit, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui meurent à cause de la grippe. Ah bon? Bah tu vois, ça veut dire que le truc il s'est tellement muté. Non, mais notamment chez les personnes fragiles, les personnes d'abord les femmes enceintes. Les personnes âgées, les jeunes enfants. Mutant, en fait. Bah non, ça a toujours été comme ça. Ouais. Ah bon, bah bien sûr. Comment ça, t'as vu le nombre de morts qu'il y avait eu? Attends. Excusez-moi de pas savoir. Maïssa, tu vis sur quelle terre? J'ai pas de télé déjà, n'oublie pas. Oui, bah ça oui, on a remarqué. Non, mais sérieusement, il y a des milliers de gens qui meurent de la grippe chaque année. Ah bah oui. Donc c'est pas un truc à prendre avec. Voilà, c'est pas un rhume. La grippe, c'est quoi? C'est des courbatures, c'est de la fièvre, t'as des maux de tête, ça te couche pendant quelques jours. Une semaine, ouais. Ouais, bah écoute. Il faut pas manger que des kiwis pour s'en sortir. Faut manger du miel aussi. Non, faut faire du préventif. Les gens ils mangent mal aussi. C'est pour ça qu'on tombe malade. Ouais, puis après, la pollution aussi, non? La pollution. La pollution, elle touche aussi nos aliments. Ils sont pourris. Ouais, c'est ce vrai. qu'on mange. D'ailleurs, bon, vu l'état de mon nez, là, je pressens quand même quelque chose là. Écoutez, Mélissa, ne mangez plus, ne vous soignez plus, vous êtes malade, c'est pas grave. C'est pas ce que j'ai dit. Mangez bien, mangez sain. Ouais, mangez bio. Ouais, pourquoi pas? Aussi. Cultivez vous-même en fait. Donnez-nous un salaire pour manger bio, vous êtes marrant. Une petite cuillère de Nutella et tout ira bien. Allez, on enchaîne avec un petit peu de politique. On va parler de ces candidats qui sont candidats à l'élection présidentielle de 2017, notamment deux anciens ministres que sont Emmanuel Macron et Arnaud Montebourg qui dévoilent un peu leur programme. Selon le Figaro, l'ex-ministre de l'économie a envoyé aux 115 000 adhérents son mouvement En Marche les grandes orientations de son projet, et un autre candidat a fait de même hier. Le candidat à la primaire de gauche, Arnaud Montebourg, égrène sur son site de campagne plus de 70 propositions et met en avant 20 propositions clés. La première ancre clairement son projet à gauche. Il veut mettre fin à l'austérité aveugle, abroger la loi travail et lancer un grand plan de relance de 30 milliards d'euros pour soutenir la croissance économique. Voilà les quelques propositions d'Arnaud Montebourg. Ça donne envie ou pas, Maïssa Istem? Moi, je sais pas. Mais en fait, abroger la loi travail, moi, ça me fait un peu rire. On pourra pas, parce que c'est même pas une initiative de la France. Au final, c'est une initiative européenne, parce que la France avait justement des acquis sociaux que d'autres pays n'avaient pas, et c'était impossible. Et je dis pas que je suis pour la loi travail, absolument pas. Hein, mais c'était impossible pour les entreprises justement d'évoluer dans un contexte concurrentiel. Et de toute manière, il est sympa de dire oui, on va abroger la loi travail, mais quand il sera tout de suite face aux réalités, il va se dire je vais pas pouvoir le faire. Donc j'ai peur que ce soit une promesse qui est déjà rompue, enfin une promesse qui est déjà pas tenue. Est-ce que vous avez votre petite préférence dans ce casting qui nous est proposé dans cette primaire de la gauche, Islam et Maïssa? Valls. Parmi les 7 candidats. Arrête. Valls. Non, Valls. Non, mais t'as le droit. Non, mais Valls, c'est une grande histoire d'amour entre lui et moi. Non, j'ai pas de. Moi non plus. Je sais pas encore. Il y a pas de candidats qui. En fait, chacun ils ont un petit truc qui est cool. Et du coup, est-ce que vous avez regardé Benoît Hamon? Oui, enfin, en fait, moi, ce que j'ai aimé chez Benoît Hamon, c'est que ça a été le seul qui s'est prononcé quand il y a eu l'histoire de Moussa. Ouais. Le seul politique qui a ouvertement pris parti par rapport à Bachelet Moussa. Aussi. Ouais. Voilà, donc du coup, c'est la seule chose. C'est bien, mais on peut bien aimer un candidat justement comme Benoît Hamon qui inspire confiance, ou Arnaud Montebourg, mais en fait, je pense que l'enjeu de la primaire de la gauche, c'est de choisir un candidat qui sera capable de battre François Fillon. Ouais. Et je suis pas sûr que Hamon ou que Montebourg soit capable, justement, incarne cette poigne qui serait capable de. Et pour toi, comment il s'appelle le jeune là? J'ai oublié son nom. Macron, ouais, pour toi. Non, mais Macron, pareil, c'est trop jeune. Même si tu l'aimes bien? Non, je l'aime bien. Non, j'aime bien sa personnalité, j'aime bien ce qu'il dégage. Mais après, dans ses idées, comme on avait dit la dernière fois, dans son programme, si c'est lui qui arrive au pouvoir, la France, ça sera dirigé comme un McDo. Voilà. Au revoir. Enfin, ça, on sera aux États-Unis, on sera plus en France. Mais en même temps, tu crois pas que le fait d'espérer comme cette fois-ci, quand on a élu François Hollande, tu penses pas que le fait d'espérer, enfin, qui a été élu, tu penses pas que le fait d'espérer en fait, finalement, est-ce qu'avec Macron, on sait pas où on va?
Tu vois? Alors que On sait quand même. Hein. non, mais justement, on sait où on va, tu vois? Ouais. Ce que je veux dire. Est-ce qu'avec lui, on sait où on va justement et ça permet de savoir pour qui on vote en fait. Alors que là, tu le sais clairement, Macron passe. Bon, c'est système fast-food. Ouais, voilà. Alors que tu vois, à chaque fois, on se fait arnaquer, on élit des gens pour un programme et à la fin, ils font tout le contraire. Et du coup, on est révolté. Hollande, il a pas non plus fait tout le contraire de ce il qu'il a rien fait en même temps. Il a fait quoi? Mais il a rien fait. Pourquoi il a rien fait? Alors attendez, parce que là-dessus, on va peut-être pas être d'accord. Parce que finalement, Hollande, il y a eu finalement, une telle pression médiatique, surtout ces derniers temps, qui ont fait qu'on a voulu un petit peu diaboliser le quinquennat de François Hollande, mais quand on y regarde de plus près, il y a beaucoup de points. Il a rien à envier déjà. Il y a au beaucoup de quinquennat choses quand même qui sont assez positives. Et en fait, on a l'impression que quand un président est élu, il va accomplir des miracles, tout va changer. Non, même si son slogan c'était le changement, c'est maintenant. Ouais, non, mais il faut 3 quinquennats au moins là pour remettre. Mais voilà déjà, mais pour moi, après quand on regarde, parce que Hollande c'est facile de le tacler, Flamby, voilà, il a pas vraiment de charisme. Moi j'aime pas. Pourtant c'est quelqu'un, voilà, mais pourtant c'est quelqu'un de très fin, notamment dans les relations internationales, comparé à Sarkozy qui est un véritable bulldozer qui rentrait dedans, comme on a vu sur le documentaire de France 2. Oui, avec Poutine. Avec Poutine. Bah ça par exemple, Hollande jamais il se serait fait humilier de cette manière parce qu'il aurait été beaucoup plus fin dans sa dans sa discussion avec lui. Il aurait pas été ça va pas passer, il aurait dit écoute, enfin il aurait changé. Donc Hollande finalement c'est facile de le tacler parce qu'en même temps ils arrivent, Hollande et Sarkozy aussi, parce que bon on va dédouaner un petit peu Sarkozy, ils sont arrivés dans un contexte terrible quand même, on va pas oublier ce qui s'est passé en 2008, c'est une très très grosse crise et c'est très dur de sortir avec un voilà pays, parce que nous on prend comme référence Jacques Chirac. Jacques Chirac c'était un président qui avait de la pointe, Jacques Chirac tout se passait bien avec lui, mais Jacques Chirac il a pas connu ce qu'a connu Sarkozy ou Hollande en 2008. Donc finalement, pour moi, Hollande, c'est pas du tout un mauvais quinquennat et il y a beaucoup de points positifs. C'est pas que c'est un mauvais quinquennat, c'est que je pense qu'on n'a pas réussi à avoir ce qu'il pouvait faire sur du plus long terme. Parce qu'il en a fait qu'un et en un quinquennat tu peux rien faire. Il a fait pas mal de choses quand même. Oui, mais ce que je veux dire, il a fait des choses mais comme des choses moins bien. Voilà, mais il a pas eu les bons ministres, je pense aussi. Il a pas eu il a pas pris les bons après ministres. Après on sait très bien que c'est pas lui qui choisit, il est sous la pression de voilà. Exactement. Mais on paiera leur nom. Allez, on prend un dernier appel avant de passer au coup de cœur. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, comment allez-vous, ça va? Bonsoir, merci et vous? Oui, bonsoir, je vous souhaite déjà d'avance une bonne fête de bonne année, vraiment. Oui, mais on va attendre un peu pour à tout. Ouais. À Maïssa, bonne année. Merci. Oui, merci. Moi, je voudrais parler de la primaire de gauche. Oui, vraiment, la primaire de gauche. Je trouve pas de candidat crédible, là. Vraiment, à mon avis, personnel, à part un petit peu Valls. Voilà, Valls. Vous êtes Valsiste aussi, vous. Un peu, je trouve, Macron. C'est une personne que je respecte, que je suis vraiment... j'ai un grand espoir pour cette personne, même s'il est jeune, mais je pense que c'est une personne qui va faire avancer la France. Il va libérer le travail, ne pas avoir trop de contraintes vis-à-vis des patrons, des entreprises qui veulent embaucher. Je pense qu'il a un atout très crédible. Moi, parmi les candidats de gauche, moi j'aurais bien avoir d'autres ténors de gauche. Malheureusement, Montebourg ou à mon avis, c'est un avis personnel. Je pense que ils vont rien par rapport à la droite. Ils vont se faire. À mon avis, exactement. Même à droite, quand vous voyez Gérard Filoche, c'est un inspecteur de travail. Maintenant, il n'a pas eu les parrainages. Ouais, il n'a pas eu les parrainages, lui, donc il n'y est pas. Donc. Comment? Il n'a pas eu les parrainages, donc il se présente pas. Oui, c'est un inspecteur de travail déjà dans son travail, dans son domaine. Vraiment, il a laissé un bilan catastrophique. On a vu que le travail au noir dans les entreprises, c'est vraiment une situation incroyable. Le travail au noir, lui, il était inspecteur, il n'a rien fait. Mais je pense, à mon avis, moi, je vois bien Macron au niveau économique et Valls au niveau un peu, comment dirais-je, identitaire, une France, je l'ai déjà dit, autoritaire. Les deux vraiment que je trouve un peu qui peuvent tenir la dragée haute à la droite. Voilà. Moi je suis d'accord avec lui sur identitaire. Franchement, on aura tout entendu quand même. Hein, excusez-moi. Non mais si c'est vrai sur ce qu'il dit que Valls c'est peut-être le candidat de gauche. Là je défends pas Valls, hein, mais c'est le plus crédible pour gagner face à la droite. Il a raison. Mais par contre, quand il dit que Emmanuel Macron, ça va permettre aux travailleurs d'être plus protégés face aux patrons, je suis pas du tout d'accord. Ouais.
Bon. Ah non, là ça va être complètement l'inverse. Affaire à suivre. De toute façon, ça va aller très vite cette histoire puisque le premier débat aura lieu le 12 janvier prochain. Le 15 pour le deuxième et le 19 pour le troisième, donc successivement sur TF1, sur BFM TV et sur France 2. Pour un vote donc le 21 janvier, premier tour. Deuxième tour, il y aura un débat entre les deux pour les deux qualifiés pour le second tour le 25 janvier. Et deuxième tour donc aura lieu. Donc ça va être très très vite, ça va être une campagne qui va se dérouler d'une extrême rapidité. Et je précise et rappelle qu'on a invité tous les candidats à la primaire à répondre à nos questions. Et pour l'instant, je serais tenté de vous dire qu'il y en a qu'un qui nous a répondu. Voilà. Je vous dirai pas qui pour l'instant. Moi, je vous dirai qui a refusé, qui n'a pas répondu aussi, parce que c'est quasi la même chose. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, un seul a répondu. On est en train de caler pour voir, pour mettre ça en place. Donc vous le saurez évidemment pour celui qui a accepté, puisque vous l'entendrez. Voilà. 1 sur 7, c'est pas beaucoup quand même. Hein, je vais vous le dire. Allez, tout de suite, on passe au coup de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors Islam, est-ce que tu as eu le temps de choisir ton coup de cœur? Bien sûr, évidemment. Ouais. Pourquoi rigoles-tu, Maïssa? Est-ce qu'on peut savoir? Ce qui me fait rire. Parce que je sais que tu l'as pas trouvé, là tu réfléchis. Si, j'ai trouvé. Ah bah attends, mais en plus Christophe, c'est quelque chose qui nous unit, toi et moi. Ouais. Je voudrais parler de la tournée de Human Appeal. Oui, c'est vrai. Ah oui. Et même si à Paris la salle n'était pas remplie, c'était une belle tournée, une très belle initiative et c'est pour moi le coup de cœur de l'année 2016. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, oh là là, non mais c'est haram de faire des concerts, de la musique et tout. Bon, on s'en fout un peu et je trouve que c'est l'intention qui compte et l'intention c'est justement de réunir des fonds pour aider une population qui en a besoin et j'ai pris beaucoup de plaisir à être à ce concert et en plus j'ai eu la surprise de t'y trouver. Ouais, effectivement. Merci beaucoup Islam donc pour l'événement de l'année donc et il l'a trouvé hein. Human Appeal, ma chère Vaïssa. Alors Vaïssa, toi c'est un coup de cœur musical que tu nous proposes. Moi c'est un coup de cœur musical, une découverte que j'ai faite cette année à Nantes. En fait, je suis partie pour donner une conférence. Je suis partie donner une conférence là-bas. Ouais. Et du coup, je l'ai rencontré au salon des musulmans de l'Ouest. Et du coup, voilà, et j'ai acheté son album et j'ai vraiment kiffé. C'était une surprise. Je m'y attendais pas. Ouais. Franchement, il a une très très belle voix. Les instrus sont magnifiques. Enfin, franchement, j'aime beaucoup. Et en plus, il est engagé. Et ça s'écoute en famille. Et puis tout le monde aime bien. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. C'est pas ça a été mon coup de cœur. Et ben, on se l'écoute dans un instant. C'est parti. Maître Gims. Non, c'est pas Maître Gims, c'est Shamsuddin. Shamsuddin, ouais. Et il chante sur la Syrie, hein, c'est bien. Ouais, là, cette chanson-là, ouais, c'est sur le petit Aylan. Aylan, effectivement. À tout de suite, juste après la pub. Et à suivre aussi, avant 18h, le j'aime ou j'aime pas. Shamsuddin, c'est le coup de cœur musical, donc, de Maïssa sur France Maghreb 2. Encore éveillé par les bombes, les larmes, les cris, l'horreur. Là où fleurissent les tombes, l'espoir se meurt. Aylan, Aylan, tu n'as connu que la guerre, les décombres comme terrain de jeu. Des hommes au cœur de pierre, avec des armes à feu. Aylan, Aylan, aucun n'échappe à toi. Dans un pays à feu et à sang, tout un peuple sans espoir, où meurent des innocents. Aylan, Aylan, pas d'autre choix que de fuir, tout quitter, vivre un exode, fuir la misère et la peur de mourir. Ici la colombe est morte. Aylan, encore combien d'enfants vont mourir? Combien de familles vont souffrir? Et j'ai beau verser toutes les larmes de mon corps. Aylan, 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 des centaines de milliers d'innocents déjà morts. Et j'ai mal, oui j'ai mal. Aujourd'hui c'est enfin le grand départ. Pour un long voyage, impatient et à la fois plein d'espoir. De pouvoir tourner la page. Papa, maman te protège et t'encourage dans ce long périple mortel. Des jours et encore des jours de marche, sans voir le bout du tunnel. Mais malgré tout, tu gardes le sourire, porté par l'espoir d'une vie meilleure.
Tu n'auras plus jamais à fuir, en paix avec tes frères et sœurs. Vivre libre et heureux sous le joug d'aucun oppresseur. À l'abri d'un ciel orageux où des bombes pleuvent à toute heure. Aïe-na-nia. Encore combien d'enfants vont mourir? Aïe-na-nia. Combien de familles vont souffrir? Et j'ai beau verser toutes les larmes de mon corps. Aïe-na-na-ina-na-ina-na. Des centaines de milliers d'innocents déjà morts. Et j'ai mal, oui j'ai mal. Islam a kiffé, hein, on peut le dire tout de suite. Ah oui, donc. il a chanté. J'ai fait un feat avec lui. Shemseddine, dis-leur, vas-y. Voilà, donc le coup de cœur de Thomas Issa Leroy pour cette découverte donc de l'année 2016. Ouais, en c'est bien 2016, ça. hein. Voilà, Ça aurait pu être moi ton coup de cœur. ça. Oui, Alors, c'est vrai en plus. on va passer tout de suite au j'aime ou j'aime pas. Ah, tu le fais avec nous, Samra? Hein? Voilà, t'as un micro normalement là. Bah ouais, Voilà. je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça, voilà. Donc, alors, vous avez suivi cette affaire, l'annonce immobilière de l'agence La Forêt. Ah oui, au est-ce que Lilas. c'est vrai ça? Bah oui, c'est vrai. Moi j'ai pas suivi. Alors, il était marqué donc pour un appartement à louer au Lilas. Ah oui, oui, oui. Interdit au noir. Parce que nationalité française obligatoire, interdit au noir. Et pas Attention, de c'est noir. un immeuble Plein de policiers. où il y a plein de policiers à l'intérieur. Sauf Qu'est-ce que ça veut alors on nous dire a expliqué pourquoi. Effectivement, vous avez donc ce type d'annonce qui n'aurait évidemment pas dû paraître, mais vous avez donc la propriétaire qui contacte l'agence et l'agence fait des fiches donc qui s'est adressée à l'agence. D'accord, et juste pas entre à la en vitrine. interne en fait. Et après il y a ce qu'on appelle des commentaires, sauf que la personne s'est un peu plantée et a imprimé des commentaires et a affiché donc ce truc. Elle et va dû se effectivement, faire virer. la propriétaire a démenti d'avoir demandé à l'agence de la forêt. Bien sûr. Voilà, c'est ça. On y croit tous. Bien évidemment. Donc j'aime ou j'aime pas. J'aime. Bah, on Alors, n'aime pas. moi j'aime parce que justement ça montre le vrai visage des agences de immobilières. Faut arrêter aussi. Ouais. Des agences immobilières et de comment ça s'appelle, et des propriétaires. C'est En pour même ça temps, qu'aujourd'hui on trouve jamais de logement, tu vois. Solde d'hiver, ça va vous parler ça, mesdames. Bah oui. Le coup d'envoi, apparemment, c'est un peu tard cette année, hein. C'est le 1er février. J'ai pas entendu. c'est Le pas solde entendu d'hiver. Ah, Ouais. moi ça me saoule. Ah, t'aimes pas faire les soldes? Tout me Tu saoule, fais pas moi, les t'as vu soldes? En fait, moi je fais pas les soldes au début, je fais les soldes à la fin parce qu'il y a Ouais. une stratégie très très maligne. Ouais. C'est que Après, y a plus rien aussi. Ah bah non, au contraire, il y a tout à la fin parce que les gens qui ont acheté là les 38-40 en début, qui sont partis se ruer là-bas pour prendre Donc les elle fait bonnes. du 38-40. Hein, Et ben elles sont parties les rendre. Ouais. Et elles sont parties les rendre parce que ça leur va pas et du coup bah moi je récupère après. Et en plus c'est encore moins de rabais quoi. Encore moins Moi, de justement, sur plus les de marques rabais. là, sur les tailles là, je trouve qu'on trouve plus rien après. Si à la fin, je vous parle de la fin, moi à la fin, c'est même Ouais, plus à la les fin, soldes. tu sais, genre. Cinquième les soldes démarre, se quoi. termine le dimanche. Voilà, la veille quoi, le la samedi. veille, Il a il y pas va, fait le quoi. lundi. Non mais c'est vrai, mais après Donc sinon j'aime ou je j'aime vais pas les soldes jamais. d'hiver? J'aime pas. Islam. Je les fais pas. Je sais pas. Je m'en fous. J'ai Ça le droit de va dire je m'en fous. Oui, Ça t'as va. le droit. J'aime pas les soldes, je trouve que les gens sont super méchants pendant les soldes. Plus Ah que ouais, les c'est jours. vrai. Ah Elles ouais, sont c'est- prêtes à se cogner, hein. surtout les meufs, c'est. Ça devient Ah. des hyènes. C'est quoi Ah ça ouais, c'est. Ah On te ouais. les habille quoi. En plus l'été, la saison d'après tu les mettras plus. Ouais, c'est clair.